Sur une île, un tonneau en bois a été abandonné de manière inattendue sur la plage, et à l'intérieur se trouvait une fille. Elle avait été abandonnée sur cette île déserte par un homme nommé Salmon. Selon Salmon, la jeune fille laissée sur l'île n'était autre que la princesse Akazi, la sorcière la plus puissante de son clan. Cependant, comme il n'y avait rien sur l'île pour qu'elle puisse utiliser sa magie, elle ne serait pas différente d'une fille ordinaire et y périrait bientôt. Mais Akazi était déterminée à ne pas abandonner. Tout d'abord, elle devait trouver quelque chose à manger. Nous rencontrons maintenant Shino, le personnage principal de l'histoire. C'était un étudiant ordinaire, bien que plutôt remarquable à l'école. Cependant, les filles savaient toutes qu'il avait déjà une petite amie, donc elles ne l'ont jamais approché activement. Tout le monde savait également que Shino avait un ami proche nommé Hiro, mais Hiro n'était pas venu à l'école depuis plusieurs jours, ce qui a incité le professeur à demander à Shino s'il savait où se trouvait Hiro. Shino n'était pas sûr, mais il savait que si Hiro n'était pas mort, il serait probablement quelque part là-bas. Sur le chemin du retour, Shino a été agressé par 5 délinquants qui lui ont pris son portefeuille. Seul, il ne pouvait pas combattre 5 d'entre eux, mais à l'époque où Hiro était là, il pouvait en vaincre 15 à eux deux. La sœur cadette de Hiro avait averti Shino à plusieurs reprises de ne pas s'impliquer dans les combats de son frère. Elle croyait que parce que Shino avait sauvé Hiro des ennuis à de nombreuses reprises, Hiro continuait à se battre. Plus tard, Shino visita la tombe de la famille d'Hiro, espérant le rencontrer là-bas, mais au lieu de cela, il rencontra de manière inattendue une femme. Elle s'est présentée comme Yamamoto et a posé des questions sur sa relation avec Hiro. Elle s'est alors avancée et a sorti une arme pour menacer Shino. Elle a révélé qu'au cours des 2 dernières semaines, un adolescent avait été repéré dans 2 zones de quarantaine et que cet adolescent avait sauvé une fille. Lorsqu'on lui a demandé, il a répondu que son nom était Hiro. Shino ne pouvait pas croire que Hiro était du genre à aider les autres, mais quand il apprit que la fille qu'Hiro avait sauvée n'avait que 15 ans, il comprit pourquoi. Hiro avait autrefois chéri sa jeune sœur, Asea, alors quand il a rencontré quelqu'un de similaire, il n'a pas pu l'ignorer. La raison pour laquelle on disait autrefois qu'Asea était chérie était parce qu'Asea reposait maintenant sous cette même tombe. Il n'y a pas longtemps, un cambriolage a eu lieu chez Hiro, et Asea a été prise dans l'incident. Hiro était désemparé qu'après 10 mois, l'enquête de la police n'ait toujours pas progressé. Hiro pensait aussi que le détachement de Shino venait du fait qu'Asea ne lui avait jamais porté d'attention particulière, mais Hiro, lui, voyait les choses autrement. Il était déterminé à retrouver le responsable et à lui demander des comptes. Voyant que Shino ne savait rien, Yamamoto cherchait un moyen de l'écarter. Mais soudain, un essaim de papillons est apparu, même si les papillons ne devraient pas pouvoir survivre pendant la saison des neiges. Profitant de la distraction, Shino a fait tomber l'arme des mains de Yamamoto. Cependant, elle avait une autre arme dans son sac. À ce moment-là, Hiro est soudainement apparu et a donné un coup de pied au visage de Yamamoto pour sauver Shino. Choqué, Yamamoto récupéra rapidement son arme et tenta de tirer sur Hiro, mais il avait une barrière protectrice qui déviait les balles. Elle réalisa qu'Hiro avait rencontré une sorcière et acquis des pouvoirs magiques. Hiro savait que Yamamoto travaillait pour le gouvernement et qu'elle voulait obtenir des informations, mais il s'est précipité en avant, déviant ses tirs et la neutralisant rapidement. Hiro savait que Shino avait beaucoup de questions, mais pour l'instant, il lui a dit de rester silencieux. Hiro a révélé que cette ville était au-delà de toute possibilité de sauvetage. Shino remarqua alors une personne figée au milieu de la rue, se transformant progressivement en une statue métallique. Hiro a expliqué qu'il s'agissait de la maladie du fer noir, un phénomène surnaturel qui transformait toute vie en métal. Cela s'était déjà produit à 3 endroits et le gouvernement avait essayé de le dissimuler, mais en vain. Shino serait en sécurité car lorsque la maladie a atteint son apogée, il était près de Hiro, permettant à la magie de Hiro de le protéger. Cette maladie provient d'un clan qui cherchait à utiliser la magie pour une ambition insensée. Pour obtenir un pouvoir immense, ils avaient tenté de réveiller quelque chose d'interdit. La maladie du fer noir n'était que le début. Une fois que cette chose était complètement réveillée, le monde entier serait bouleversé. La seule capable d'arrêter ce désastre était la sorcière Akazi, que nous avons rencontrée au début. Hiro avait rencontré Akazi et avait décidé d'agir en son nom pour empêcher cette catastrophe. Ils ont tous les deux conclu un pacte. Hiro combattrait à la place d'Akazi, tandis qu'elle enquêterait pour comprendre ce qui était arrivé à Asea. Le papillon a servi de guide, montrant à Hiro où aller ensuite. Il y a un mois, Hiro avait trouvé une bouteille en verre contenant cette poupée en bois. Akazi l'avait envoyée sur le continent avec un message, et Hiro avait été celui qui avait accepté son pacte. Akazi pourrait encore survivre sur l'île, et maintenant Hiro chercherait personnellement la vérité sur ce qui était arrivé à sa sœur. Hiro a également rassuré Shino en lui disant qu'il avait assuré la sécurité de ses parents et de sa petite amie. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Ce qui était sur le point d'apparaître dans l'océan faisait partie de ce à quoi il devait faire face lorsqu'une énorme pierre entourée de chaînes émergea de l'eau. Hiro avait toujours su qui était la petite amie de Shino, et il savait aussi que Shino et sa petite amie étaient des menteurs. Malgré les critiques fréquentes et le fait qu'ils se comportaient comme s'ils ne s'aimaient pas,
La petite amie de Shino n'était en fait autre que la sœur de Hiro, Asea. À ce moment-là, la pierre dans l'océan s'est réveillée et a ouvert un œil géant. Il n'y a pas longtemps, Asea avait demandé à Hiro à quoi ressemblait un premier baiser. Hiro pensait qu'elle était encore trop jeune pour se préoccuper de telles choses. Plus tard, il emmena Asea à l'école et demanda à Shino pourquoi Asea, qui fréquentait une école réservée aux filles et avait peu de contact avec les garçons, s'intéressait soudainement au premier baiser. Hiro ne permettrait jamais à aucun homme de lever la main sur sa sœur, mais il n'avait aucune idée que son meilleur ami sortait désormais avec elle. De retour au présent, Hiro expliqua que l'œil dans l'océan faisait partie de l'entité que le clan de Akaz avait tenté d'invoquer. Ces fragments apparaissent partout dans le pays, convergent lentement vers un seul endroit. S'ils s'unissaient, le monde serait condamné. Akaz a assuré à Shino qu'elle ne lui ferait pas de mal, mais Shino voulait tout simplifier. Elle était la sorcière la plus puissante, mais son clan l'avait trahie et emprisonnée sur une île déserte. Désormais, la seule magie qu'elle pouvait utiliser était de communiquer à travers cette poupée en bois. Le dire à voix haute faisait passer Akaz pour un idiot, mais c'était la réalité. Les deux se sont ensuite rendus là où tout a commencé, chez Hiro. Akaz voulait que Hiro se rende à l'endroit exact où le meurtre avait eu lieu. Une fois à l'intérieur, Akaz a demandé combien d'artefacts magiques restaient. Il n'y en avait pas beaucoup. Hiro a expliqué à Shino qu'il s'agissait d'outils enchantés laissés par Akaz. Ils pouvaient activer la magie sous son commandement, mais leur faiblesse était qu'ils ne pouvaient être utilisés qu'un nombre limité de fois. Selon Aka, ces outils étaient leur seule arme contre le saumon, celui qui l'avait exilé sur l'île. Hiro enfonça alors un poignard dans le sol, permettant à Akaz de lancer sa magie. Par la suite, Hiro a dit à Shino de partir bientôt. Il a remis à Shino des artefacts pour le protéger de la maladie du fer noir, et si nécessaire, il pourrait les utiliser pour la téléportation. Hiro pensait que Shino devait rester avec sa famille et sa petite amie et rester à l'écart s'il voyait un jour un essaim de papillons. Les papillons apparaissent lorsqu'un autre œil est sur le point d'arriver. À contre-cœur, Shino part. Il savait qu'Hiro ne cherchait pas à sauver le monde, il était surtout animé par le désir de rendre justice à sa sœur. Si c'était pour se venger, Hiro serait prêt à détruire le monde lui-même. Shino était convaincu qu'il ne devait plus être impliqué avec Hiro. Shino est rentré chez lui pour préparer ses affaires pour son voyage, mais il n'a toujours pas pu contacter ses parents. Pendant ce temps, Yamamoto remarqua que Shino venait de quitter sa maison. Quant à Hiro, il était ravi que le moment qu'il attendait depuis plus d'un an soit enfin arrivé. Sur son chemin, Shino est tombé sur les silhouettes immobiles des délinquants qui lui avaient volé son portefeuille. Il reprit son portefeuille, mais fut soudainement maîtrisé par Yamamoto. Elle l'a accusé d'être méprisable pour avoir volé les morts. Elle lui a alors demandé de révéler l'emplacement de Akaz. Cependant, Shino toucha l'un des artefacts de Akaz et se téléporta, forçant Yamamoto à le libérer. Il s'est ensuite téléporté pour récupérer ses affaires. Il a couru vers son école pour se cacher, mais Yamamoto l'a retrouvé de manière inattendue et a ouvert le feu. Shino a utilisé son téléphone pour localiser Yamamoto, mais sans le vouloir, il a aussi dévoilé sa propre position. Pendant ce temps, Hiro n'avait toujours trouvé aucune piste, et Akaz ne comprenait pas pourquoi. Hiro n'avait pas l'intention de blâmer Akaz. Soudain, il rencontra un homme devant lui. Cette personne a demandé pourquoi Hiro était toujours là, et Hiro, à son tour, a demandé s'il était l'un des chiens de Salmon. L'homme s'est immédiatement jeté sur lui, mais Hiro s'est téléporté sur un feu de circulation. L'homme réalisa qu'Hiro avait obtenu de la magie de Akaz, et quand Hiro mentionna un homme brandissant une lance, Akaz l'identifia comme étant Sumura, un individu extrêmement dangereux. Malgré l'avertissement d'Akaz à Hiro de ne pas le combattre, Hiro est quand même chargé en avant. Pendant ce temps, Yamamoto était entré dans l'école et avait libéré du gaz toxique dans toute la zone pour forcer Shino à sortir. Elle se dirigea ensuite vers le toit, où Shino l'attendait déjà derrière elle. Yamamoto a déposé son arme, mais lorsque Shino s'est approché, elle a repoussé son arme d'un coup de pied et a tenté de le maîtriser. Cependant, Shino la téléporta dans les airs, les faisant tomber tous les deux. Il a utilisé un sort de protection pour les aider à atterrir en toute sécurité, puis a proposé une alliance avec elle. Pendant ce temps, Sumura rapporta à Salmon qu'il avait rencontré quelqu'un lié à Akaz. Salmon a ordonné à Sumura de capturer Hiro vivant. Dans le même temps, Yamamoto a averti Shino de ne pas s'impliquer avec Hiro, disant que Hiro n'était qu'un fou obsédé par la vengeance de sa sœur. Cependant, Shino a vaguement laissé entendre que la sœur de Hiro était en fait sa petite amie. Il a affirmé que son amour pour Eka était 1000 fois plus grand que les sentiments d'Hiro pour elle. Pourtant, il n'avait aucune intention de se venger car quoi qu'il fasse, Eka ne pourrait jamais revenir. Au lieu de cela, il chercherait des réponses dans ce monde de plus en plus anormal. Hiro a continué sa bataille avec Sumura, mais l'écart entre leurs niveaux de compétence était évident. N'ayant pas d'autre choix, Hiro a été contraint de s'échapper. Il reprocha à Akaz la puissance démesurée de Sumura, mais elle lui rappela qu'elle l'avait averti, Sumura était un véritable mage, contrairement à Hiro, qui ne fait qu'emprunter la magie. Au moment où Hiro a réussi à s'enfuir, Shino l'a retrouvé de manière inattendue.
Hiro était confus quant à la raison pour laquelle Shino était toujours là, mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Sumura est arrivé, forçant Hiro à entraîner Shino alors qu'il courait. Les deux hommes se sont temporairement réfugiés sur le toit d'un immeuble. Akaze a conseillé à Hiro d'éviter d'affronter Sumura à ce moment-là, mais Hiro a fait valoir que s'il ne pouvait même pas vaincre Sumura, comment pourrait-il trouver celui qui a tué sa sœur? Akaze réalisa qu'elle ne pouvait pas compter entièrement sur Hiro car plus il se rapprochait d'une piste, plus il devenait déséquilibré. Shino a également exhorté Hiro à écouter Akaze, car il ne pouvait pas gagner uniquement avec la téléportation et les sorts de protection. Cependant, Hiro a démontré que la magie pouvait également être utilisée pour guérir en montrant à Shino comment ses blessures s'étaient rétablies. Shino a demandé si Hiro pouvait utiliser de la magie offensive, ce à quoi Hiro a répondu en brisant un tuyau en métal en guise de réponse. Il jeta ensuite la poupée en bois à Shino et demanda à Akaze de prendre 3 minutes pour lui expliquer la magie. Akaze a expliqué que la magie n'avait pas de sorts offensifs directs car la magie de son clan était conçue pour protéger le monde, ce qui signifie que la plupart des sorts étaient défensifs ou multifonctionnels. La lance, par exemple, a été renforcée par une magie défensive pour améliorer sa durabilité et sa vitesse de frappe, ce qui en fait une arme viable. Pour faire simple, frapper une personne normale avec une pièce d'armure ferait toujours plus mal que d'utiliser les mains nues. Cependant, la défense avait ses limites, si l'on exerçait trop de force, la défense se brisait. Pour utiliser le pouvoir de son clan, elle a dû conclure un contrat avec un arbre ancien qui existait depuis la nuit des temps, servant de divinité gardienne de son clan. Il y avait 2 conditions pour utiliser le pouvoir de l'arbre. La première était la voix d'un membre du clan que Shino avait pu utiliser plus tôt parce que Akaze avait enchanté un objet intermédiaire pour lui. La deuxième condition était un contrat sacrificiel. Il pourrait insuffler le pouvoir de l'arbre dans un outil ou un appareil moderne, mais une fois le sacrifice accompli, l'objet se désintégrant en poussière. Sumira remarqua qu'Hirule se battait désormais plus sérieusement. Il se demandait si c'était parce qu'Hirule avait désormais un allié qui le soutenait. Sumira a ensuite sacrifié une voiture à proximité pour lancer un sort et contre-attaquer Hirule. Pendant ce temps, Akaze expliquait à Shino pourquoi elle ne pouvait pas utiliser la magie pour le moment sur l'île déserte. Il n'y avait aucun objet moderne à sacrifier. Plus la magie était grande, plus la valeur de connaissance de l'objet sacrifié devait être importante. Shino essayait toujours de tout comprendre, alors qu'Hirule avait déjà été battu. Cependant, juste au moment où Sumira s'approchait de lui, Hirule saisit rapidement son arme, le forçant au combat rapproché. Pourtant, la magie défensive de Sumira était toujours solide, lui permettant de repousser Hirule. Akaze a exhorté Shino à aider Hirule immédiatement, car Sumira était la combattante la plus forte de son clan. Compte tenu de la situation actuelle, Sumira ne pouvait que devenir plus forte car il avait une abondance d'objets à sacrifier pour la magie, alors qu'Hirule était limité à cet égard. Shino a essayé de trouver Hirule, mais à ce moment-là, les artefacts défensifs d'Hirule avaient déjà été brisés par Sumira. Sumira cherchait à voir si Hirule finirait par être à court d'artefacts avant de trouver une ouverture. Hirule s'est échappé dans un magasin au bord de la route et s'est souvenu d'une époque où sa sœur avait pris soin de lui pendant qu'il était malade. Aka croyait qu'Hirule était quelqu'un qui ne mourrait pas facilement, et ce sont ces mots qui l'ont poussé à se battre. Il a récupéré une arme sur un cadavre à proximité, mais a laissé son téléphone derrière lui, empêchant Shino de le contacter. Pendant ce temps, l'armée était intervenue, prévoyant de détruire toute la ville pour mettre complètement la zone en quarantaine. Yamamoto a reçu cette information et a estimé que le gouvernement allait trop loin. Ils ont procédé à la démolition du pont menant à la sortie de la ville. Pendant ce temps, Shino demandait à Akaze s'il existait une magie capable de ressusciter les morts. Elle a expliqué que la magie était fondamentalement destinée à respecter les lois naturelles du monde, et que la résurrection n'en faisait pas partie. Quand Hirule a découvert la magie pour la première fois, il ne s'était jamais posé cette question, il devait déjà avoir compris que quelque chose d'aussi miraculeux que la résurrection était impossible. Akaze a remarqué que Shino semblait souhaiter la renaissance d'Aka et cachait quelque chose. Comme elle ne savait pas qu'Aka était la petite amie de Shino, elle était perplexe. Hirule a ensuite attiré Sumira dans un tunnel et a commencé à tirer sur lui, mais Sumira a dévié les balles comme Hirule l'avait fait plus tôt. Cependant, le véritable objectif d'Hirule était de l'attirer vers une flaque d'essence afin de pouvoir l'enflammer. Pendant ce temps, Shino a trouvé le téléphone d'Hirule et a trouvé un moyen de le localiser. Hirule remarqua que Sumira était toujours indemne et l'entendit dire qu'Hirule n'avait aucune obligation de mourir ici. À ce moment-là, le sang d'Hirule revint dans son corps et Shino se précipita soudainement, s'attaquant à Sumira. Il a rapidement attrapé son ami et s'est enfui, et juste au moment où il sortait du tunnel, un missile militaire l'a fait s'effondrer, coupant Sumira. Shino a vu qu'un pont avait été détruit et a déduit que ce serait la dernière zone à démolir pour isoler la ville. Cependant, Akaze fut impressionné par la rapidité de Shino, pensant qu'il avait réussi à utiliser la magie de guérison pour traquer le sang d'Hirule et avait précisément prédit le lancement de missiles militaires pour s'échapper. Sumira rapporta plus tard son échec à Salmon. Cependant,
Salmon pensait que si Akaz était impliqué, il croise inévitablement à nouveau le chemin des deux garçons. Comme ils avaient été entraînés involontairement dans cette bataille, ils allaient bientôt commencer à manquer de ressources. Pendant ce temps, Shino et Hyrule embarquent sur un navire pour se rendre ailleurs. Les événements survenus dans leur ville avaient été complètement étouffés par le gouvernement. Shino suggère qu'ils se concentrent sur la prévention de la fusion de ses yeux menaçants et évite tout conflit avec le groupe de Salmon pour le moment. Mais Hyrule n'était pas d'accord et voulait affronter le clan de Akaz car il soupçonnait que le coupable était l'un d'entre eux. Même Akaz a dû admettre cette possibilité. Hyrule croyait que c'était le destin. Les deux jeunes hommes arrivent alors dans une campagne reculée. Observer les enfants du coin leur rappela leur passé, même si, contrairement à eux, ils n'avaient jamais joué innocemment, mais avaient toujours causé des problèmes. Suivant les instructions de Akaz, ils se rendirent dans un sanctuaire voisin pour voler les statues sacrées de la magie de Akaz. Soudain, le ciel a montré des signes de pluie et un essaim de papillons est apparu. Akaz se rend compte que Salmon accélérait imprudemment le rituel. Shino voulait avertir les villageois environnants, mais naturellement, les villageois ne le croyaient pas, car le gouvernement dissimulait également la vérité. L'œil est alors apparu sur la montagne, et Shino a essayé de sauver deux enfants en courant vers eux et en leur lançant un anneau enchanté. Mais il était trop tard, il ne pouvait donc laisser qu'un parapluie pour les deux statues. Les deux hommes se réfugièrent alors dans une maison locale. Hyrule fit comme s'il s'agissait de sa propre maison et entra directement pour prendre un bain, tandis que Shino cherchait des ingrédients pour préparer un repas. Akaz a demandé depuis combien de temps ils se connaissaient, et Shino a expliqué qu'ils se connaissaient depuis l'école primaire. Le père d'Hyrule était une figure puissante dans la ville, donc l'école et les étudiants évitent Hyrule de peur d'offenser son père. Cependant, c'est la nature impétueuse et colérique d'Hyrule qui a poussé Shino à vouloir rester loin de lui en premier lieu. En troisième année, un voleur de moto fuyant la police a accidentellement percuté Hyrule dans la rue. Le lendemain, le professeur a demandé si quelqu'un voulait visiter Hyrule, mais personne ne s'est porté volontaire. Alors, le professeur a fait venir l'élève qui était de service ce jour-là, et malheureusement, cet élève était Shino. Alors que le professeur sortait pour chercher quelque chose à boire pour Hyrule, Hyrule entamait une conversation avec Shino, lui demandant une faveur. Hyrule voulait que Shino enquête sur le coupable de son accident et recueille des informations sur lui. Il pensait que l'agresseur avait délibérément tenté de le tuer et qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Hyrule pensait que Shino était comme lui, sans amis et toujours seul. Il ne pouvait pas compter sur son père car ses soupçons manquaient de preuves et les adultes éviteraient les ennuis supplémentaires et ignoreraient l'affaire. Shino savait qu'une fois impliqué, il ne pourrait plus reculer, alors il a décidé d'aider Hyrule dans l'enquête. En peu de temps, Shino a découvert l'identité du coupable et a également identifié un cerveau présumé derrière l'incident. Cette personne était l'ancien chauffeur d'Hyrule qui l'avait conduit à l'école pendant plusieurs années mais qui avait récemment été renvoyé par le père d'Hyrule. Lui seul aurait pu fournir l'itinéraire exact permettant au coupable de localiser et de cibler Hyrule. Sinon, un étranger aurait dû suivre Hyrule, mais comme Hyrule était sensible au fait d'être suivi, il était plus probable que le cerveau ait déjà une connaissance détaillée de lui. Shino avait initialement prévu d'aider Hyrule rapidement, afin de pouvoir se libérer de lui. Mais leur professeur pensait qu'en gardant Shino à ses côtés, il pourrait empêcher Hyrule d'agir de manière imprudente et le rendre plus facile à gérer. Et donc, qu'il le veuille ou non, Shino s'est retrouvé coincé avec Hyrule. Shino croyait qu'Hyrule n'était pas détesté par ceux qui l'entouraient, mais plutôt admiré. Cependant, cette admiration rendait les gens hésitants à s'approcher d'Hyrule, craignant de le contrarier. Seul, Shino osait franchir cette ligne, c'est pourquoi leur lien était devenu si profond. Après avoir terminé son bain, Hyrule a rejoint Shino pour le dîner. Alors qu'il s'allongeait pour dormir, Shino remarqua à quel point l'endroit était paisible. Il pensait à Asea et était sur le point de dire quelque chose quand il réalisa qu'Hyrule s'était déjà endormi. Le lendemain matin, Hyrule s'est réveillé tôt pour une promenade. Akaz lui a demandé comment il avait rencontré Shino, et Hyrule a résumé toute leur histoire avec un mot ridicule. Surtout vu la façon dont ça s'est terminé, Shino avait dit au professeur que l'accident d'Hyrule était arrivé parce qu'il avait essayé de sauver un chiot. Cela a changé la façon dont la classe perçoit Hyrule, peut-être comme un moyen pour Shino de se venger de lui pour être resté coincé avec lui. Mais Hyrule était toujours heureux car, grâce à Shino, il était arrivé jusqu'ici. Bientôt, Salmon commença à recueillir des renseignements et réalisa que les deux garçons locaux seraient bientôt son emplacement et le lieu du rituel simplement en suivant le mouvement des yeux. Les yeux étaient en fait les fruits d'un autre arbre ancien, et ils retournent à leur source. Si le premier arbre ancien est né pour maintenir l'ordre moral du monde, alors le deuxième arbre a existé pour détruire cette même morale. Salmon savait que la princesse allait bientôt tracer un itinéraire pour guider les deux garçons jusqu'à lui au lieu de perdre du temps à la chercher sur l'île déserte. Akaz a également expliqué aux deux pourquoi Salmon l'avait simplement emprisonnée au lieu de la tuer, il ne pouvait pas contrôler totalement le pouvoir du deuxième arbre ancien. Si l'arbre ancien devait rencontrer des problèmes au cours du processus d'unification et devenir incontrôlable, seul Akaz serait capable de le gérer. Pour l'instant,
Salmon n'était pas pressé de poursuivre lui-même les deux garçons, mais avait plutôt confié la tâche à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait les endroits où Akaz avait caché ses talismans. Pendant ce temps, Shino et Hyrule avaient appris que l'arbre gardien avait autrefois vaincu l'arbre de la destruction. L'arbre de destruction avait été coupé et scellé, tandis que l'arbre gardien avait dû sombrer dans un profond sommeil pour récupérer. Salmon ramassait maintenant les fruits de l'arbre de destruction pour empêcher l'arbre gardien de renaître en premier. Les deux arrivèrent ensuite à un aquarium où Akaz avait autrefois caché un talisman. Mais au moment où ils y parvenaient, l'agent envoyé par Salmon les trouva de manière inattendue. Le site de l'aquarium rappelait à Shino le temps où il s'y était rendu secrètement avec Acea. Acea croyait que tout dans la vie arrivait pour une raison, et même si Shino et Hyrule étaient furieux s'ils découvraient leur relation, elle croyait toujours qu'ils auraient une fin heureuse. Au moment où Shino et Hyrule récupèrent le talisman, les hommes de Salmon les rattrapent. En entendant que le poursuivant avait cette fois une marque de flèche sur le visage, Akaz le reconnut immédiatement comme étant Tetsuma. Akaz a exigé que Tetsuma ne lève pas la main sur les deux, mais il a affirmé que tant qu'il le suivrait docilement, il n'y aurait pas besoin de violence. Akaz a ensuite interrogé Salmon et les autres sur leurs véritables intentions pour empêcher la renaissance de l'arbre gardien. Tetsuma refusa de répondre et Hyrule, ne voulant pas les suivre, se lança dans la bataille. Il fut rapidement retenu par deux subordonnés de Salmon, ce qui poussa Shino à briser un pilier de soutien, provoquant l'effondrement d'un énorme squelette de poisson, lui permettant d'entraîner Hyrule loin. Alors qu'il s'enfuyait, Shino remarqua que l'artefact utilisé par Tetsuma ressemblait à un pendentif qu'Acea avait eu l'intention de lui offrir lors de leur visite à l'aquarium. Cela lui a fait soupçonner qu'il y avait un lien entre eux. Hyrule se demandait également pourquoi Tetsuma semblait avoir une rancune personnelle contre Akaz. Elle a expliqué que comme l'arbre gardien lui avait accordé le plus grand pouvoir, Tetsuma trouvait cela déraisonnable et soupçonnait qu'elle cachait quelque chose. Shino a refusé de croire que la rencontre d'Hyrule avec Akaz était le destin, car cela signifierait que la mort d'Acea n'était rien de plus qu'une excuse pour qu'Hyrule continue et sauve le monde. Hyrule élabora alors un plan. Il demanda à Shino d'attirer les hommes de Tetsuma vers un endroit précis, où ils s'étaient déjà cachés dans un aquarium. Lorsque les ennemis sont arrivés, Hyrule a inondé la zone d'eau puis a utilisé des fils à haute tension pour les menacer, permettant à lui et à Shino de s'échapper en toute sécurité. Akaz a déclaré que leur prochain objectif était de récupérer un talisman spécial qu'elle avait confié à quelqu'un en qui elle avait profondément confiance. Cette personne n'appartient à aucune faction et souhaite simplement rester en dehors du conflit. Peu de temps après, ils atteignirent leur destination et rencontrèrent Junichiro, qui pourrait être considéré comme le cousin de Akaz. Les deux l'informèrent qu'ils étaient venus récupérer le talisman que Akaz lui avait donné. Junichiro leur a simplement demandé de dire le mot de passe et une fois qu'ils l'ont eu, il les a laissés entrer. Il récupéra rapidement le talisman qu'il avait gardé si longtemps et demanda ensuite avec désinvolture s'il voulait allumer de l'encens avant de partir. Ni Hyrule ni Shino ne comprenaient ce qu'il voulait dire, alors Junichiro leur montra l'autel commémoratif de Akaz. Il a révélé que Salmon l'avait informé que Akaz était mort à côté d'une caisse en bois sur l'île déserte. Pour couronner le tout, Junichiro en était certain car il avait personnellement examiné les restes de Akaz. En entendant cela, les deux garçons et Akaz elle-même étaient complètement confus quant à ce qui se passait réellement. Il y a un mois, Junichiro avait entendu parler de Akaz par Salmon et était retourné au clan pour enquêter. Lorsqu'il a confronté Salmon, ce dernier a affirmé qu'il avait tué Akaz. Cependant, Junichiro avait du mal à y croire car Akaz était protégé par l'arbre gardien et la tuer serait en contradiction avec l'ordre naturel. Mais Salmon expliqua qu'il l'avait placée dans une caisse en bois et l'avait jetée sur une île déserte, ce qui signifie que si elle était morte, cela aurait été à cause d'un accident, ce qui correspondait à la logique de la vie. Le fait que seul son squelette soit resté a conduit Salmon à conclure que la princesse avait probablement été dévorée par des animaux sauvages. Hyrule s'est demandé comment Junichiro pouvait être si sûr que le crâne appartenait à Akaz, ce à quoi Junichiro a simplement répondu que c'était basé sur l'instinct. Junichiro était conscient des intentions de Salmon mais a choisi de rester neutre car il n'avait aucune capacité spéciale, ce qui faisait de lui, à toutes fins utiles, une simple personne ordinaire. Cependant, remarquant que les deux croyaient toujours que Akaz était vivant, il s'abstint de tirer des conclusions, car une partie de lui croyait également que Akaz était incroyablement chanceux. Son seul rôle à ce stade était de remettre le talisman, espérant que les deux trouveraient eux-mêmes quoi en faire. En partant, Hyrule a demandé à Akaz des nouvelles de Junichiro. Elle lui a expliqué qu'il était un parent éloigné de l'ancien chef de clan. Comme il a perdu ses parents alors qu'il était jeune, sa famille l'a recueilli. Malgré son manque de capacité magique, il avait gagné la confiance du chef du clan, et cette confiance avait persisté au sein du clan jusqu'à ce jour. Mais si Junichiro était vraiment fiable, pourquoi croyait-il que Akaz était mort? Il ne semblait pas mentir, alors quel était le véritable problème ici? Le squelette dont il parlait était-il vraiment Akaz? Mais comme il ne croyait pas aux fantômes, le Akaz auquel il parlait devait être vivant. Juste à ce moment-là, un essaim de papillons est apparu, suivi peu de temps après par l'émergence d'un autre œil.
Alors que Junichiro évaluait la situation, il rencontra à nouveau Samira. Pendant ce temps, grâce à leur proximité avec les principaux protagonistes, un passager du bus et le chauffeur ont réussi à survivre à l'épreuve. Hyrule a alors demandé à Akaze de le laisser aller chercher sa main, et elle a accepté, sachant que le temps était compté. Samira a essayé de persuader Junichiro de se ranger du côté de sa main, mais il a refusé. Il a ensuite démontré pourquoi sa main l'appréciait malgré son manque de pouvoir surnaturel en battant rapidement Samira à main nue. Junichiro réalisa que les deux garçons n'avaient toujours pas compris la vérité. Akaze et l'arbre gardien étaient les véritables menaces pour le monde, pas l'arbre de la destruction. Hyrule et Shino descendirent alors du bus et avertissent le chauffeur de ne pas retourner en ville. Ils se sont ensuite réfugiés dans la forêt, où Hyrule a évoqué le fait qu'Eka avait eu un petit ami ces dernières années. Elle achetait des chocolats chaque Saint-Valentin. Shino a accidentellement laissé échapper quelque chose de suspect à propos d'Eka, mais Hyrule n'a pas du tout douté de lui, croyant que Shino ne la comprenait tout simplement pas. Hyrule a ensuite découvert que le talisman que Akaze avait laissé derrière lui était en fait une arme à feu. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi l'arbre gardien accorderait du pouvoir à une arme, mais Akaze raisonne que comme il ne pouvait être utilisé qu'une seule fois avant d'être détruit, il réduisait essentiellement le nombre d'armes existantes. Avant qu'ils puissent discuter davantage, ils se rendirent compte qu'ils étaient encerclés. Leur feu de camp a été soudainement anéanti et ils ont été interceptés par l'armée. Shino a été emmené séparément, et il semblait qu'il avait conclu une sorte d'accord avec Yamamoto. Pendant ce temps, Hyrule reprit connaissance et partit immédiatement à la recherche de Shino. Au même moment, Shino réalisa que Yamamoto avait appris la vérité selon laquelle Hyrule et Eka n'étaient pas réellement liés par le sang. Hyrule lui-même n'avait aucune idée de ce qu'étaient réellement ses sentiments pour Eka, même si les étrangers pouvaient les voir clairement. Yamamoto a ensuite amené Shino rencontrer Takimi, le commandant adjoint de la force d'intervention contre la maladie du fer noir. Takimi a expliqué que le gouvernement avait créé cette unité pour travailler aux côtés du clan de Akaze afin de maintenir l'ordre mondial. Cependant, maintenant que le clan lui-même perturbait cet ordre, il craignait que le gouvernement n'ait d'autre choix que de déclarer la guerre aux sorcières. Shino a ensuite échangé quelques artefacts magiques pour obtenir des bombes et des armes à feu de Yamamoto. Il décide de rejoindre l'armée dans son attaque contre le bastion des sorcières. Après avoir discuté du plan avec Takimi, ils ont découvert que Hyrule les avait traqués. Comme ils organisaient l'enlèvement de Shino, les soldats ont été obligés de tirer sur Hyrule, le forçant à riposter continuellement. Takimi ordonne alors au véhicule de partir, mais Hyrule continue obstinément à les poursuivre. Ne voyant pas d'autre choix, Shino sauta hors du véhicule, faisant semblant de s'être échappé, afin que Hyrule soit suffisamment rassuré pour battre en retraite. Lorsque Shino a demandé pourquoi Hyrule était venu le sauver, Hyrule a simplement dit que c'était à cause de ses sentiments, il n'y avait aucune raison particulière. Les deux hommes sont ensuite retournés à leur camping pour récupérer leurs affaires, dont la poupée en bois de Akaze. Shino ne comprenait pas pourquoi Hyrule ne montrait aucune suspicion à son égard, Hyrule n'était-il vraiment pas au courant ou refusait-il simplement de reconnaître la vérité. Auparavant, Aka avait demandé un jour à Hyrule comment il souhaitait que leur relation change. Hyrule n'avait pas de sentiments romantiques pour Aka, et il n'essaya pas non plus d'agir comme son frère aîné, car Aka elle-même n'aimait pas cela. En bref, Hyrule voulait seulement qu'Aka s'abstienne d'avoir un petit ami pour le moment. Cependant, au moment où il a dit cela, Aka sortait déjà avec quelqu'un dont Hyrule ne savait rien. De retour dans le présent, Shino et Hyrule se sont réfugiés dans un bus abandonné. Shino espérait que tout prendrait bientôt fin, car la vengeance était la seule chose qui faisait avancer Hyrule. Mais que se passerait-il une fois cette vengeance accomplie? Shino a ensuite sorti son téléphone pour regarder une photo d'Aka, se remémorant un été il y a quelques années. Il a dû aller à la bibliothèque pour aider Aka avec ses devoirs d'été. Elle a laissé entendre qu'elle voulait expérimenter son premier baiser, ce qui a surpris Shino. Cependant, Aka a déclaré qu'elle souhaitait vivre cette expérience ailleurs. Cet après-midi, Aka a dit à Shino qu'elle passerait la dernière semaine des vacances d'été dans la station balnéaire de ses parents. Plus tard, Hyrule a invité de manière inattendue Shino à la gare, dans l'intention de le présenter à des étudiants. Hyrule pensait que Shino n'aurait jamais de petit ami avec sa personnalité sombre. Cependant, au lieu de socialiser, les deux ont fini par se lancer dans une compétition acharnée dans un jeu de fléchettes, ce qui a amené les étudiantes à les trouver trop puériles et à les partir. Shino était ennuyé par Hyrule parce qu'il pensait que l'amour était quelque chose qui pouvait arriver simplement en le voulant, c'était un processus. Hyrule a perdu tout intérêt et est rentré chez lui. Plus tard, Hyrule raconta à Aka ce qui s'était passé, et elle montra une compréhension étrange de la personnalité de Shino. Elle croyait que quelqu'un comme Shino ne s'entendait bien qu'avec une personne comme Hyrule. Aka a conseillé à Hyrule de chérir Shino, car quoi qu'il arrive, Shino serait toujours à ses côtés. Hyrule a ensuite demandé à Shino quels étaient certains sentiments et son amour, mais Shino n'a pu les expliquer que vaguement. Shino savait que Hyrule aimait Aka, mais Hyrule lui-même ne pouvait pas s'en rendre compte. Si les circonstances avaient été différentes, peut-être qu'Hyrule et Aka auraient fini ensemble.
Mais si cela était arrivé, Shino aurait été celui coincé entre eux. Peu de temps après, Shino a été invité au complexe familial d'Hyrule pour rester avec Hyrule et Akka. Hyrule a supposé que Akka avait invité Shino juste pour lui faire des tâches ménagères. Alors que Shino devait effectivement nettoyer et préparer la nourriture pour les frères et sœurs, il sortait également secrètement avec Akka. Les deux se sont faufilés pour observer les étoiles et ont presque partagé leur premier baiser jusqu'à ce que Hyrule les interrompt. Ils ont trouvé des excuses, disant qu'ils étaient simplement sortis pour observer les étoiles. Les trois sont ensuite rentrés chez eux pour se reposer. Hyrule a averti Shino de rester loin d'Akka, disant qu'elle avait de nombreux plans sombres. Shino voulait discuter mais s'en est empêché. Le lendemain matin, Akka a invité Shino à sortir. Ils ont traversé à vélo un champ de tournesol, mais Akka a soudainement fait tomber Shino dans le champ. Elle a ensuite exigé son premier baiser, mais juste avant que cela n'arrive, elle s'est arrêtée, disant que les tournesols les regardaient et qu'ils devraient le garder pour une autre fois. Shino s'est réveillé plus tard et a vu que Hyrule était entièrement prêt à partir. Hyrule a pointé une arme sur Shino, le surprenant, mais il ne faisait que tester sa visée, sans rien vouloir de sérieux. Les deux hommes partirent ensuite régler leurs affaires inachevées. Pendant ce temps, Sam remarqua que l'armée s'était rapidement mobilisée. Il ne savait pas si c'était dû à un stratège compétent ou si c'était la chance d'Akka qui influença les événements. Mais si c'était vraiment de la chance, il se jura de le couper lui-même. Au même moment, Shino et Hyrule commencèrent leur opération. Akaz a estimé que l'armée mettrait au moins une semaine pour franchir la barrière, et serait probablement à court de munitions avant même le début de la bataille. Ainsi, Hyrule et Shino devaient préparer au moins 10 artefacts magiques avant d'entrer dans la barrière. Les médias ont averti les civils de rester à l'écart de la zone, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un exercice militaire. Alors que l'horloge sonnait 16 heures, les militaires ont ouvert le feu sur la barrière. Sam a ensuite ordonné des ajustements à la barrière, en supprimant d'abord sa capacité de camouflage pour renforcer ses défenses. Cependant, il reçut bientôt un rapport alarmant selon lequel quelqu'un tentait d'infiltrer la barrière. À ce moment-là, les deux personnages principaux avaient utilisé 10 artefacts magiques et avaient réussi à passer. Cependant, Akaz voulait qu'ils arrêtent de se cacher et se dirigent directement vers l'arbre de la destruction. Pendant ce temps, Tetsuma se rendit compte que l'armée attaquait beaucoup plus férocement que prévu et que leur assaut continu pourrait interférer avec la renaissance de l'arbre de la destruction. Désormais, je désignerai l'arbre de la défense par l'arbre numéro 1 et l'arbre de la destruction par l'arbre numéro 2. Le groupe d'Hyrule rencontra bientôt Sam. Akaz a demandé à Hyrule de se retirer pour qu'elle puisse parler avec Sam. Elle lui a demandé de se rendre, affirmant que l'arme qu'elle tenait contenait tout son pouvoir. Si elle tirait, l'arbre prendrait certainement le coup et deviendrait incontrôlable, forçant Sam à intervenir personnellement pour la ramener. Par conséquent, s'il se rendait maintenant, elle s'arrêterait. Cependant, Sam a soutenu que tous les trois avaient tort de croire que l'arbre numéro 2 détruirait le monde. En vérité, le rôle de l'arbre numéro 2 était de sauver le monde du réveil de l'arbre numéro 1. Sam a expliqué que l'arbre numéro 1 avait établi une règle selon laquelle si quelqu'un tentait de faire revivre l'arbre numéro 2 en récupérant les yeux, une grande catastrophe se produirait. C'était le réveil de l'arbre numéro 1 qui apporterait la destruction, et l'arbre numéro 2 était la seule chose capable de l'empêcher. Selon Junichiro, la planète n'a commencé à exister que lorsque l'arbre personne est tombé en sommeil. L'arbre personne n'a toujours essayé de créer un monde parfait et ordonné basé sur les lois morales qu'il dictait. Mais comme le monde actuel n'a pas encore atteint ses standards, il va tout détruire et reconstruire à partir de zéro. Une fois réveillé, l'arbre personne dévorerait la civilisation et toute l'humanité. Même les militaires, à ce moment précis, n'avaient aucune idée qu'ils essayaient de détruire ce qui pouvait les sauver. Sam a affirmé que le seul moyen d'empêcher l'annihilation était de ressusciter l'arbre numéro 2 et de lui faire détruire l'arbre numéro 1, le forçant à retourner au sommeil. Akazi a fait valoir qu'elle et Sam avaient déjà débattu de cette question d'innombrables fois auparavant. Elle croyait qu'une fois l'arbre numéro 2 réanimé et activé, le chaos qui s'ensuivrait serait le véritable danger. Sam, ne voulant pas parier sur le jugement personnel d'Akazi, restait déterminé à faire revivre l'arbre numéro 2 à tout prix. Trien hésita en entendant cela, mais Hero resta indifférent, se concentrant uniquement sur sa vengeance. Il ne se souciait pas de ce qui arriverait au monde par la suite. Trino a essayé de convaincre Hero que sa décision déterminerait le destin du monde entier. Si Akazi avait raison, le monde serait en sécurité, mais si elle avait tort, l'apocalypse se produirait. Cependant, Hero ne s'en souciait pas. Pour lui, si le monde avait toujours suivi sa propre logique morale, il aurait préféré le voir recommencer depuis le début, car ce monde lui avait enlevé Acre. Que sa décision soit bonne ou mauvaise, cela ne le dérangeait pas. Sam a ensuite adopté une approche différente. Il a demandé à Hero s'il était vraiment certain d'aider Akazi, car elle pourrait ne pas être en mesure de répondre à la demande d'Hero. Sam lui a rappelé qu'Akazi était déjà mort. Il a ensuite produit le squelette, affirmant qu'il l'avait récupéré avec la caisse en bois sur l'île où il l'avait abandonné.
Akazi a cependant remis en question ses affirmations et a demandé si ce qu'il avait dit était vrai. Alors qui était-elle à ce moment-là? Sam lui a demandé de se rappeler les dates exactes qu'elle avait passées sur l'île. Akazi a déclaré qu'elle n'était là que depuis 4 mois et a fourni l'année correspondante. Cependant, l'année qu'elle mentionnait était 2 ans avant l'époque actuelle d'Hero. Sam a conclu que l'espace sur l'île d'Akazi avait subi un voyage dans le temps, lui permettant de communiquer avec le monde 2 ans plus tard. En d'autres termes, les Akazi présents ici étaient déjà morts sur l'île. Elle n'était qu'une personne du passé, inconsciente de ce fait. Pendant ce temps, l'armée avait commencé à affronter Samura. Sam déclara à ce moment-là que la princesse avait perdu, car elle n'était plus qu'une illusion du passé. Junichiro a confirmé que le squelette était bien le sien. Au cours des 2 dernières années, il avait également préparé des contre-mesures au cas où l'arbre numéro 2 perdrait le contrôle. Sam a ensuite affirmé que l'île n'était rien de plus qu'une prison conservant les derniers vestiges de l'existence d'Akazi. Dans le même temps, Samura poursuivait son assaut, chargeant vers les chars de l'armée tout en repoussant leurs attaques. L'armée n'a pas pu pénétrer sa barrière. Il s'est précipité en avant, s'est rapproché d'un char et a utilisé la magie pour le sacrifier à personne. Grâce à cela, il lui suffisait de toucher les chars pour les sacrifier et renforcer encore sa magie défensive. Takimi réalisa que même s'il avait une connaissance préalable des techniques de la sorcière, il ne pouvait toujours pas les contrer facilement. Pendant ce temps, Hero s'est excusé auprès d'Akazi, affirmant qu'il n'avait plus aucune raison de coopérer avec elle. Cependant, il n'était pas prêt à abandonner si facilement. Hero a pointé son arme sur sa main, le menaçant et déclarant que si Akazi ne pouvait pas exaucer son souhait, alors sa main devait le faire à sa place. Sur Hero, que ce monde vaille la peine d'être sauvé ou non ne le concernait pas, sa seule préoccupation était la vengeance. Sa main ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un d'aussi imprudent et égoïste qu'Hero, mais il a vu qu'il pouvait encore négocier avec lui. Sa main a demandé à Hero ce qu'il voulait, ce à quoi Hero a répondu qu'il devait trouver la personne qui a assassiné sa sœur. Sa main voulait enquêter sur la scène du crime, mais Akazi avait déjà déterminé que le coupable était quelqu'un de son propre clan. Sa main n'avait pas anticipé cette révélation, mais après réflexion, il reconnut qu'utiliser la magie pour tuer quelqu'un à l'extérieur était interdit, par conséquent, l'auteur méritait d'être puni. Sa main a alors contacté Tetsuma et lui a ordonné de trouver le coupable. Hero a précisé l'heure exacte de l'incident. Shiro fut impressionné par Hero, réalisant que même si le monde sombrait dans le chaos, Hero restait fixé sur un seul objectif. Shiro a ensuite ramassé la poupée en bois de Akazi. Alors qu'il discutait avec Akazi, il se souvint d'une sortie passée avec Eka. Shiro et Eka aimaient tous deux citer des répliques de la pièce Hamlet de Shakespeare. La tragédie raconte l'histoire d'Hamlet, qui a souffert d'innombrables malheurs et a finalement trouvé la mort aux mains du frère de son amant. Cela vous semble familier. Cependant, Shiro se dit qu'il ne combattra jamais Hero. À l'époque, Shiro en avait assez de citer Hamlet, alors Eka lui avait présenté une autre pièce sur une sorcière sur une île déserte, sauf que cette histoire avait une fin heureuse. Shiro a interprété ce souvenir comme une façon pour Eka de lui rappeler ce qu'il devait faire. Décidant d'essayer de sauver Akazi, il demanda à Hero de lui remettre l'arme. Hero a refusé, alors Shiro a utilisé les grenades assourdissantes qu'il avait prises à Yamamoto plus tôt pour tenter de neutraliser Hero. Cependant, Hero a créé à plusieurs reprises des barrières pour empêcher Shiro de s'approcher. Sa main, toujours incertain de ce qui se passait, en a profité pour s'emparer de l'arme. Shiro laissa ensuite sa main et Hero se battre pendant qu'il grimpait vers un point de vue plus élevé. Pendant ce temps, Yamamoto rejoint personnellement la bataille contre Sumura. Shiro croyait qu'il existait un moyen d'empêcher Akazi de subir le même sort tragique que Eka. Bien que Akazi ne soit plus qu'un squelette, il pensait pouvoir la sauver de l'anomalie spatio-temporelle sur l'île 2 ans auparavant. Cependant, Hero ne voyait aucune raison de coopérer avec Shiro. S'il se rangeait du côté de sa main, la vérité derrière le meurtre d'Eka serait bientôt révélée, ce qui signifie qu'il n'avait rien à gagner en aidant Akazi. Shiro a ensuite révélé à Hero qu'il avait des informations sur le petit ami d'Eka. Si Hero l'aidait à sauver Akazi, il révélerait l'identité de l'amant d'Eka. Sa main, désireux d'obtenir l'arme, s'impatientait, mais la perspective de sauver Akazi l'intriguait également. Akazi elle-même était surprise qu'un simple mot de petit ami puisse complètement changer la situation. Eka était vraiment remarquable après tout. C'était à cause d'elle que tout avait basculé dans le chaos. Shiro expliqua alors sa théorie. Il soupçonnait que sauver quelqu'un du passé spatio-temporel était possible parce que personne n'essaierait toujours de protéger Akazi. S'il la laissait mourir sans lui permettre d'accomplir quoi que ce soit contredit ses lois morales, alors l'arbre réagirait. Sachant qu'elle était déjà morte dans le présent, l'arbre a dû faire en sorte que son moi passé communique avec quelqu'un dans le futur capable de l'aider. Dès le début, sa main savait qu'Akazi était déjà morte dans le présent, et que celui qui communiquait avec Hero était son passé. S'il était vraiment certain qu'elle ne pourrait jamais revenir, il ne se serait pas donné la peine de les traquer. En bref, sa main avait essayé d'empêcher Akazi de les atteindre en premier lieu, et comme il avait échoué, sa victoire n'était pas encore assurée. À ce moment-là,
Samira décida de prouver à Yamamoto que ses charmes temporaires n'étaient pas à la hauteur de sa véritable sorcellerie. Les deux hommes s'engagent alors, dans un combat à la lance, tandis que Takumi ne pouvait qu'espérer que Yamamoto gagnerait suffisamment de temps pour que les renforts arrivent. Pendant ce temps, Shino croyait que sa main avait délibérément révélé la vérité pour gagner plus de temps en plongeant Akazi dans le désespoir. De cette façon, elle n'aurait pas assez de temps pour réfléchir à un moyen de l'empêcher de ressusciter l'arbre numéro 2. Cependant, sa main a soutenu que le raisonnement de Shino ne résolvait que la moitié du problème. Il était vrai qu'Akazi était toujours en vie, mais comment Shino comptait-il l'aider à s'échapper de la prison du temps? Hyrule ne suivrait pas non plus Shino à moins qu'il ne puisse répondre à cette question. Sa main sentit que la chance était à nouveau de son côté, il y avait en effet un moyen de sauver Akazi, mais il était convaincu que Shino ne le découvrirait pas. Cependant, Shino a suggéré que le temps passé en prison n'était qu'une illusion. Akazi avait affirmé qu'elle était sur l'île depuis 4 mois, mais si ce n'était que sa perception? Et si elle avait en fait été maintenue inconsciente pendant près de 2 ans avant d'être placée sur l'île? Comme elle n'avait aucun moyen de mesurer le temps là-bas, elle ne pouvait compter que sur son propre sens du temps. Sa main fut tellement surpris par cette théorie qu'il laissa tomber son épée. Shino a suggéré que le squelette devait avoir été soigneusement conçu pour ressembler à Akazi, renforçant l'idée que la prison temporelle n'était rien de plus qu'une perception plutôt qu'une réalité tangible. Cependant, sa main insistait sur le fait que la prison temporelle était réelle, mais il n'avait aucun moyen de le prouver à Hyrule. D'un autre côté, Shino n'avait besoin que de persuader Hyrule d'appuyer sur la gâchette pour qu'Akazi gagne. Pendant ce temps, Yamamoto commençait à perdre de la force face à Samira, mais elle avait réussi à gagner suffisamment longtemps pour que les renforts arrivent. Sa main devait maintenant trouver un moyen de convaincre Hyrule que la prison temporaire existait vraiment. Hyrule était sceptique quant à l'hypothèse de Shino, mais si sa main ne pouvait pas fournir une réponse satisfaisante, Hyrule se rangerait du côté de Shino car cela comportait moins de risques. Akazi a également cherché à faire en sorte que sa main révèle par inadvertance la faiblesse de la prison temporelle. Sa main, réalisant qu'il devait prouver qu'Akazi était bel et bien dans le passé, remarqua une caisse à proximité. Il a demandé à Akazi s'il y avait une caisse près d'elle, et elle a confirmé qu'il y en avait une. Sa main lui a alors demandé de graver quelque chose dans la caisse. Si la version actuelle de la caisse portait également cette inscription, cela prouverait que la théorie du temps était réelle. Effectivement, la même inscription apparaissait sur la caisse présente. Sa main était triomphant, sa théorie était correcte et Hyrule se rangeait de son côté. Pendant ce temps, Yamamoto avait été vaincu par Samira, mais juste au moment où il était sur le point de partir, Junichiro est apparu de manière inattendue. Hyrule était sur le point de changer de camp quand Akazi rassura Shino qu'il ne devait pas se décourager, elle était convaincue qu'elle trouverait bientôt un moyen de s'échapper de la prison temporelle. Hyrule était presque convaincu par le raisonnement d'Akazi et de Shino. Akazi pensait que Shino avait délibérément lancé des théories absurdes pour faire croire à sa main qu'il avait gagné, l'amenant ainsi à révéler par inadvertance le fait que la magie du temps pouvait être manipulée. En conséquence, Hyrule a décidé d'aider Akazi et Shino à comprendre comment briser la prison temporelle. Cependant, il a également donné une opportunité à sa main si ce dernier pouvait lui amener le coupable avant qu'il ne trouve un moyen d'aider Akazi. Il serait toujours de son côté. Akazi, désormais pleinement confiant, croyait que l'ordre actuel du monde était en sa faveur et qu'elle gagnerait sans aucun doute. Shino a ensuite posé des questions sur la mécanique du sort de transmission vocale d'Akazi. Il s'est notamment interrogé sur la nécessité d'une paire d'objets de dimensions identiques pour établir un lien entre eux. Plus la forme est complexe, plus la connexion est forte. De plus, ces objets devaient être liés au corps du lanceur de sorts. Akazi avait utilisé son propre sang sur la poupée en bois à cette fin. Ainsi, s'il pouvait trouver un objet de la même taille et de la même forme que quelque chose sur l'île, il pourrait ramener Akazi. Heureusement, Hyrule s'est rendu compte qu'il possédait déjà un tel objet, le squelette d'Akazi. Sa main était furieux parce que cette théorie était correcte. Le squelette était la clé pour ramener Akazi. Pendant ce temps, Sumuna ne comprenait pas pourquoi Junichiro, qui était censé être neutre, avait choisi d'aider le camp d'Akazi. Junichiro a simplement déclaré qu'il aidait simplement une fille comme Yamamoto. Il a ensuite procédé à la mise hors jeu de Sumura. Sumura savait que Junichiro était un artiste martial qui se battrait jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé, alors il a décidé de fuir. Cependant, Junichiro l'a intercepté et l'a rapidement abattu. À ce moment-là, Akazi réalisa qu'elle pouvait en effet revenir en utilisant son squelette. Cependant, Shino craignait que cela puisse créer un paradoxe temporel si elle se transportait dans le passé. Cependant, son squelette ne reste pas sur l'île pour que sa main le retrouve 2 ans plus tard et le ramène au présent. Mais Hyrule a proposé une solution. Akazi a pu progressivement transférer uniquement sa chair tout en laissant le squelette sur l'île, préservant ainsi la chronologie et évitant tout paradoxe. Cependant, si elle voulait se téléporter, elle devait lancer le sort elle-même et trouver un objet sacrificiel dans le temps présent. De manière inattendue, sa main a demandé à Hyrule et à Shino de l'écouter un moment. Pendant ce temps,
4 autres yeux sont revenus, provoquant de lourdes pertes pour les forces militaires en raison de la maladie du fer noir. Ses yeux ont également libéré des chaînes qui sont tombées, écrasant les chars en dessous. Sa main a ensuite admis qu'il avait en fait laissé un objet sacrificiel pour Akazi sur l'île, juste au cas où il aurait besoin de la ramener. Cependant, il était toujours plein de ressentiment, estimant que la logique elle-même favorisait trop Akazi. Plus importante encore, il a affirmé que personne n'avait orchestré les événements pour mettre Hyrule dans cette situation exacte, le forçant à aider Akazi. Cela signifiait que Thryn était responsable de la mort de la sœur d'Hyrule, le conduisant à la situation difficile de devoir aider Akazi maintenant. Étant donné que la sœur d'Hyrule a été assassinée après qu'Akazi ait déjà été exilé sur l'île, Sama a conclu que Trinowan était la véritable cible de vengeance d'Hyrule. Akazi et Shino avaient toujours soupçonné que la mort d'Eka était liée à Akazi, mais pour empêcher Hyrule de changer de camp. Shino a soutenu que c'était parce que Sama et ses alliés avaient exilé Akazi que personne n'avait été obligé d'agir. De plus, comme le meurtrier était de leur clan, Hyrule avait encore plus de raisons de ne pas faire confiance à Sama. Comprenant que Shino cherchait à gagner du temps, Akazi chercha rapidement un objet sacrificiel à rapporter. Elle a également promis à Hyrule que si elle revenait, elle expirait tout. Shino a insisté sur le fait d'abandonner Akazi maintenant serait le mauvais choix. Pendant ce temps, Junichiro a demandé à Samira de guérir Yamamoto, mais Yamamoto n'a pas ressenti le besoin d'exprimer sa gratitude. Dans ce clan, Trinowan n'avait établi aucune règle interdisant à ses disciples d'utiliser le pouvoir qui lui était accordé pour tuer. Si quelqu'un violait cette règle, Thryn ne le priverait pas de ses capacités. S'ils ne sont pas pardonnés, il s'expose à de sévères châtiments. À ce moment-là, Tetsuma avait découvert l'identité de la personne qui avait tué Eka il y a un an. Sama a cependant rejeté l'idée qu'un membre du clan ait pu commettre le meurtre. Mais Akaze était convaincu d'avoir utilisé un filet magique pour identifier le responsable, mais il n'avait rien révélé. Cela ne pouvait que signifier que Thryn avait pardonné au coupable, jugeant ses actes justifiés. Alors que Akazi continuait à chercher un objet sacrificiel, Sama reçut soudainement des nouvelles concernant le meurtrier. Hiro a fait remarquer que les deux camps avaient tenté de gagner du temps, mais il semblait que le camp de Sama était le plus rapide. Il a exigé que Sama amène le responsable ici, mais Tetsuma a révélé que l'individu concerné ne faisait pas partie de leur clan. Hiro se tourna alors vers Akazi, l'interrogeant sur cette révélation. Il ne pouvait pas accepter qu'il soit arrivé jusqu'ici pour que cela n'ait aucun sens. Cependant, Akazi envisageait une autre possibilité, une personne capable de contourner les règles de Trinowan sans en subir les conséquences, échappant ainsi à toute détection. La personne à laquelle elle faisait référence était le sorcier de l'arbre de la destruction. Selon Akazi, sa propre naissance était un signe du renouveau imminent de Trinowan. En conséquence, elle était considérée comme la sorcière représentant l'arbre personne, avec toute autorité pour décider quand il pourrait être ressuscité. Pour faire revivre Trinowan, elle aurait besoin d'accomplir certains rituels, et pour éviter que cela ne se produise, sa main l'avait exilé sur l'île. Sa main croyait que le fait que Thryn place son destin entre les mains d'un humain comme Akazi était une illusion, il prétendait seulement accorder de tels privilèges pour s'assurer de leur loyauté. Cependant, Hiro s'en fichait. Tout ce qu'il voulait savoir, c'était si le sorcier de l'arbre de la destruction existait vraiment. Sa main ne pouvait pas le dire avec certitude, mais si le sorcier existait, alors cette personne était probablement celle qui avait tué la sœur de Hiro. Cependant, cette déclaration contredit par inadvertance les propres affirmations de sa main. Si le sorcier de l'arbre de la destruction avait tué EICA, alors l'arbre personne n'avait simplement profité de cet événement pour rapprocher Hiro et Akazi. Dans ce cas, la mort d'Eka n'avait rien à voir avec l'arbre numéro 2, faisant de sa main un complice dans l'accélération de la renaissance de l'arbre numéro 2. Réalisant qu'il avait complètement perdu cette bataille, sa main fut soudainement interrompue par un rapport militaire dont les racines étaient apparues de manière inattendue, engloutissant tout sur leur passage. Junichiro a reconnu que personne n'avait partiellement ressuscité l'arbre sans avoir recours au rituel d'Akazi. Pendant ce temps, elle remarqua que Hiro n'avait toujours pas pris sa décision finale. Hiro se demandait si Trinowan n'avait pas influencé leur perception en leur faisant croire à l'existence du sorcier. Si Thryn n'avait vraiment pas tout orchestré, alors la seule personne sur laquelle il pouvait compter désormais était Akazi. Sa main voyait encore une chance de victoire. Si l'arbre numéro 2 s'était réveillé avant qu'Akazi puisse trouver un objet sacrificiel et revenir, alors il pourrait encore gagner. Pendant ce temps, Akazi se demandait si personne n'avait vraiment tout manipulé. S'il était responsable du meurtre d'Eka et avait toujours assuré la bonne fortune d'Akazi, alors il aurait dû l'aider à trouver l'objet sacrificiel. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, quelque chose tomba soudainement du ciel, un missile. Akazi réalisa que personne ne contrôlait en effet tout, car il n'y avait aucun moyen que sa main ait laissé cela derrière lui. Elle commença à soupçonner que personne n'avait peut-être orchestré la mort d'Eka, mais ce n'était pas le moment d'hésiter. Elle a demandé à Shino de rapprocher la poupée de son squelette pour qu'elle puisse lancer le sort. Que ou non, personne n'était derrière tout cela,
Elle était déterminée à découvrir la vérité pour le bien d'Hiro, car il l'avait beaucoup aidé. Akazi a terminé l'incantation et a commencé à transférer sa chair sur son squelette. Son corps s'est reformé et elle est pleinement revenue au présent. Shino lui a donné un manteau à porter et Akazi a déclaré qu'elle et sa main devaient tenir une réunion pour déterminer la prochaine ligne de conduite du clan. Hiro a pointé son arme sur elle, mais elle a promis de trouver le meurtrier pour lui à tout prix. Si Tri n'était vraiment pas le coupable, alors il pouvait la tuer s'il le souhaitait. Hiro choisit de lui faire confiance et demanda à Shino des nouvelles du petit ami d'Eka. Cependant, des nouvelles sont arrivées selon lesquelles personne n'attaquait la barrière. Junichiro a expliqué que puisque la barrière avait été construite en utilisant le pouvoir de l'arbre, il était facile pour l'arbre de l'infiltrer. N'ayant pas d'autre choix, l'arbre numéro 2 se réveillait maintenant pour riposter. Selon Tetsima, l'arbre numéro 2 avait perdu le contrôle. L'arbre numéro 1 a été rapidement coupé par les attaques de l'arbre numéro 2, mais il s'est instantanément régénéré et a déchiré les branches de l'arbre numéro 2 en retour. L'arbre n'a alors commencé à se propager dans le monde entier. Akazi a posé des questions sur les objets sacrificiels pour l'arbre numéro 2. Elle voulait l'aider à lutter contre Trinowan, car elle n'avait pas l'intention de faire revivre Trinowan à ce moment-là. Le monde était au bord de l'apocalypse. Akaz a récupéré l'arme d'Hyrule, avec l'intention d'utiliser son pouvoir pour supprimer les deux arbres. Cependant, à ce moment-là, une énorme branche s'abattit, coupant Shino à travers son corps. Un pieu en bois vola alors vers Hyrule, le blessant grièvement. Le saumon vit cela et conclut que cet arbre n'était vraiment qu'une entité démoniaque, il avait utilisé les deux garçons et essayait maintenant de s'en débarrasser. Akaz a immédiatement ordonné au saumon de soigner Hyrule pendant qu'elle s'occupait de Shino. Il devait les sauver tous les deux avant de se rendre sur le lieu du rituel. Akaz ne savait plus quel arbre personne ne voulait vraiment d'elle. Pendant ce temps, Hyrule eut soudain une vision de lui-même allongé dans une mare de sang avec un essaim de papillons accrochés à son corps. Il se réveilla brusquement et se retrouva face à face avec Asea. Ils parlèrent tous les deux pendant un moment, et Hyrule pensait que tout n'était qu'un rêve jusqu'à ce qu'il. Je me suis soudainement réveillé à nouveau, rencontrant cette fois un Shino plus jeune. C'est à ce moment-là que Hyrule réalisa que son voyage avec Shino était réel. Hyrule a ensuite rappelé et résumé tout son voyage avec Shino depuis le début jusqu'à la fin. C'est vrai, Hyrule a finalement compris qu'il était mort. Cependant, il s'est réveillé une fois de plus, se retrouvant cette fois dans un hôpital avec Shino à ses côtés. Mais c'était encore une fois le jeune Shino. Shino lui a dit que cet arbre, personne ne l'avait réveillé et avait englouti le monde entier. Les forces militaires mondiales s'y sont opposées, mais aucune n'a réussi à survivre. En quelques heures seulement après son réveil, d'innombrables personnes ont perdu la vie. Pourtant, Shino croyait que personne ne réparerait le monde. Les guerres avaient cessé, tous les conflits avaient été effacés, les déserts s'étaient transformés en forêts luxuriantes et les zones polluées avaient été purifiées. Bien qu'Hyrule reconnaisse que tout semble paisible, il a toujours le sentiment que la moralité n'est pas revenue à son cours naturel. Shino a souligné qu'Hyrule ne serait pas satisfait tant qu'il n'aurait pas vengé la mort d'Aka. Ce rappel rappela à Hyrule pourquoi il avait cherché à se venger en premier lieu. Il a été transporté au jour de son retour à la maison, seulement pour découvrir le corps sans vie d'Aka assis dans une chaise, des traces de sang visibles. Le sentiment accablant d'impuissance et de rage qui l'envahit à ce moment-là refit surface une fois de plus. Hyrule se réveilla alors à nouveau, trouvant cette fois du saumon devant lui. Il fut surpris de voir la personne qu'il détestait le plus juste après avoir repris connaissance. Salmon lui a informé qu'il dormait depuis un mois. Bien que l'humanité doive désormais coexister sans personne, les gens continuent à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Vie comme d'habitude, rendant le monde étrangement similaire au rêve d'Hyrule. Hyrule a demandé où se trouvait Shino, et Salmon a révélé que Shino s'était réveillé encore plus tôt que lui. Cependant, Salmon fit alors une demande choquante, il demanda à Hyrule d'empêcher Shino d'agir pour lui. Avant que Hyrule ne puisse comprendre cela, il rencontra un nouveau personnage nommé Megu, un ouvrier du bâtiment qui s'avéra être le sorcier de l'arbre de la destruction, celui dont Akaz avait parlé auparavant. Salmon a dit à Hyrule qu'il lui expliquerait tout plus tard et lui a demandé de changer de vêtements. Hyrule apprit alors qu'Akaz avait voyagé, observant comment le monde avait changé après le réveil de l'arbre personne. Elle avait emmené Shino avec elle comme garde du corps. Pendant ce temps, Salmon emmena Hyrule rencontrer Yamamoto et Takumi. Aucun d'entre eux ne faisait plus partie du groupe de travail de lutte contre la maladie du fer noir. Au lieu de cela, ils répandaient des rumeurs sur le sorcier de l'arbre de la destruction. Comme ils n'avaient aucune preuve qu'une telle personne existait réellement, leur objectif était psychologique. Guerre pour faire hésiter le sorcier avant d'entreprendre des actions imprudentes. Pendant ce temps, Megu a remarqué que beaucoup de gens avaient commencé à vénérer Tri, personne n'est un dieu, et des rumeurs sur le sorcier de l'arbre de la destruction, quelqu'un qui pourrait rendre le monde était revenu à son état antérieur et était devenu plus fort. Megu croyait que l'arbre Noël n'avait pas apporté la véritable paix, mais qu'il exerçait simplement un contrôle sur l'humanité. Au même moment, Akaz et Shino visitèrent la tombe d'Asea. Akaz voulait en savoir plus sur le petit ami d'Asea,
mais Shino était toujours incapable de révéler quoi que ce soit. Les deux ont ensuite erré dans la ville où Hyrule et Shino avaient autrefois vécu. Shino pouvait dire que Akaze se sentait toujours coupable de ce que personne n'avait fait au monde. Il l'a cependant rassurée en lui disant que si elle n'était pas intervenue à temps, les conséquences pourraient être graves. Cela aurait été encore pire. Akaze a admis qu'elle avait sous-estimé le pouvoir de personne, et qu'elle craignait ce qui pourrait arriver. Cela se produira si tous les arbres sont réveillés. Ailleurs, Salmon a informé Hyrule que Akaze avait développé des sentiments pour Shino. Elle s'était attachée à lui parce que c'était lui qui l'avait aidé à s'échapper quand elle était dans un désespoir total. Pendant ce temps, Akaze a finalement révélé le but de leur voyage à Shino. Il devait garder un œil sur les yeux des arbres pour déterminer quand l'arbre numéro 2 montrerait des signes de renouveau. Il n'avait pas encore été complètement avalé. Il s'accrochait encore à peine à la vie au sommet de l'arbre personne. Salmon a révélé qu'il voulait éloigner Shino car, dans l'état actuel de Akaze, d'incertitude, Shino avait le potentiel d'influencer ses décisions. En d'autres termes, tous les choix faits par Akaze concernant le destin du monde seraient finalement influencés par Shino. Pendant ce temps, Akaze entra dans les toilettes pendant un moment, laissant Shino dehors. Là, Shino rencontre Megu, qui lui demande son chemin. Au même moment, Akaze pensait à Shino et au fait qu'il avait une petite amie. Elle se sentait quelque peu jalouse et un peu irritée contre lui. Au moment où elle sortit, elle vit Megu s'approcher de Shino et chargea immédiatement en avant, donnant un coup de pied à Megu. Après avoir dissipé le malentendu, Megu expliqua qu'il voulait aller au mont Fuji, où l'arbre numéro 2 était actuellement scellé. Cependant, la zone était sous contrôle strict et seuls quelques privilégiés y avaient accès. Megu a déclaré qu'il devait s'y rendre parce qu'il était le sorcier de l'arbre de la destruction. Il avait acquis ce pouvoir un an auparavant, au même moment où Salmon avait réveillé l'arbre numéro 2. Récemment, ses pouvoirs étaient devenus plus forts, et après avoir entendu des rumeurs sur le sorcier de l'arbre de la destruction, il a commencé à soupçonner qu'il y était lié. Akaze s'est rendu compte que Megu avait peu de compréhension de ses propres pouvoirs et de l'énorme impact qu'il pouvait avoir sur le monde. Elle a ensuite révélé sa véritable identité et a défié Megu à un match d'entraînement. Dans le même temps, Salmon a insisté sur le fait que Shino devait être mis hors d'état de nuire car il avait tendance à tout sacrifier si nécessaire. Salmon craignait que ce trait influence également Akaze. Hyrule a demandé au groupe qui était la petite amie de Shino, mais aucun d'entre eux ne savait qui elle était. Cependant, ils pensaient qu'elle était toujours en vie, ce qui rassure à Hyrule que Shino ne le ferait pas faire quelque chose d'imprudent. Hyrule a ensuite demandé à Salmon et Takumi de continuer à enquêter sur l'auteur de la disparition d'Eka. Yamamoto, d'autre part, avait été chargé par Shino de garder l'identité de sa petite amie. Un secret, car Shino ne voulait pas que trop de gens la connaissent. Pendant ce temps, Salmon a choisi de ne pas révéler le fait que de nombreuses personnes soupçonnaient Shino d'être le sorcier de l'arbre de la destruction. De retour au match d'entraînement, Akaze voulait tester les capacités de Megu, alors elle a créé une barrière défensive qui le contre-attaquerait. Megu s'est vite rendu compte que Akaze n'essayait pas de se battre sérieusement, elle mesurait simplement sa force. Il croyait que s'il pouvait prouver qu'il pouvait contrôler son pouvoir, Akaze lui ferait confiance. Après avoir dévié l'attaque de Akaze, Megu a lancé sa propre offensive, déclenchant plusieurs lames d'énergie qui ont brisé la barrière d'Akaze et blessé son bras. Horrifié, Megu paniqua, pensant qu'il était allé trop loin. Cependant, Akaze a rapidement régénéré son bras et a frappé Megu. Elle a conclu que, malgré le pouvoir de l'arbre de la destruction, Megu avait un bon cœur et aucune intention d'utiliser ses capacités de manière destructrice. Pendant ce temps, Salmon et Takumi soupçonnaient toujours Shino d'être le sorcier de l'arbre de la destruction et d'être lié à la disparition d'Eka. Ils étaient de manière inattendue. Contacté par Shino lui-même, il rapporta qu'il avait trouvé le véritable sorcier de l'arbre de la destruction. Ensuite, Hyrule et Salmon sont allés faire des courses pour s'approvisionner. Salmon restait sceptique quant à l'affirmation de Shino, soupçonnant que la véritable identité du sorcier n'avait pas encore été confirmée. Par prudence, il a voulu réorganiser ses plans avant de vérifier l'information de première main. Cependant, il était convaincu à au moins 50%, car l'information avait été validée par Akaze. Pendant ce temps, Akaze se sentait de plus en plus frustré par l'enquête sur la mort d'Eka. Tueur. Auparavant, elle avait émis l'hypothèse que le sorcier de l'arbre de la destruction était probablement le coupable, mais la nature gentille de Megu rendait cette théorie douteuse. Megu a ensuite été emmené pour rencontrer Yamamoto et Sumura afin qu'il puisse évaluer davantage ses capacités. Pendant ce temps, Hyrule se demandait pourquoi Salmon n'avait pas abandonné. Malgré l'échec de ses plans soigneusement élaborés, Salmon a expliqué qu'il préférait tout donner et échouer plutôt que de ne rien faire du tout. Il préférait être critiqué pour ne pas avoir réussi à changer le résultat plutôt que pour ne jamais avoir tenté de le changer. Il a ensuite souligné que sa raison de ne pas abandonner était la même que celle d'Hyrule parce que Hyrule n'avait clairement pas abandonné l'idée de retrouver la personne responsable de la mort de sa sœur. Sumura fut étonné de découvrir que Megu pouvait utiliser ses pouvoirs sans effort et sans ne nécessitant aucun sacrifice.
Curieux de savoir comment les capacités de Megu affecteraient les êtres vivants, Sumura lui a demandé de démontrer sa magie sur une branche d'arbre à proximité. La branche entière s'est instantanément évaporée, ce qui a incité Yamamoto à retirer rapidement Megu de la scène et à lui demander de ne pas utiliser ses pouvoirs sans autorisation. Lorsqu'ils ont amené Megu à Hyrule, Hyrule a expliqué la situation actuelle, y compris l'affaire du meurtre d'Eka. Hyrule a ensuite interrogé Megu sur l'endroit où il se trouvait le jour où Eka est décédé il y a 1 an. Megu a raconté qu'il était à un rendez-vous avec sa petite amie à ce moment-là. Hyrule voulait la rencontrer pour vérifier l'alibi de Megu, mais Megu a admis à regret qu'il avait rompu et qu'elle l'avait bloqué. Il a également refusé de lui fournir ses coordonnées, car il ne voulait pas l'entraîner dans ce pétrin. Ne voulant pas accepter cela, Hyrule décida de tester Megu lui-même. Hyrule a entraîné Megu dans un combat, l'exhortant à tout donner. Il voulait déterminer si Megu était capable de porter un coup fatal à quelqu'un. Si Hyrule échouait, Shino et Akaze veilleraient sur Megu. S'il survivait, il croirait à l'innocence de Megu. Pour s'assurer que Megu ne se retiendrait pas intentionnellement, Hyrule l'a provoqué, le traitant de lâche et suggérant que c'était la raison pour laquelle sa petite amie l'avait quitté. Il a même insinué que la petite amie de Megu ne l'avait peut-être jamais aimé du tout et qu'il n'avait fait que se diluer. Bien que furieux, Megu se retrouva incapable d'attaquer Hyrule. En observant cela, Saman conclut que même si Megu possédait un grand pouvoir, son cœur était trop faible. Cela n'a fait que renforcer les soupçons de Saman selon lesquels Shino pourrait être un autre sorcier de l'arbre de la destruction. Pendant ce temps, Shino et Akaze ont remarqué que, malgré les bouleversements récents, de nombreuses personnes continuent de vivre leur vie comme d'habitude. Shino comparait cela à la guerre, peu importe à quel point un conflit était dévastateur, la vie continuait comme si de rien n'était. À ce moment-là, Junichiro est soudainement apparu et a demandé à Shino d'acheter des boissons. Comprenant que Junichiro voulait parler avec Akaze en privé, Shino accepta et partit. Junichiro est alors allé droit au but, disant à Akaze qu'elle n'avait pas encore réalisé qu'elle était amoureuse de Shino avec Megu. Bien que son contrôle sur ses capacités se soit amélioré, son état d'esprit est resté inchangé. Megu a exprimé son désir de changer et de sauver le monde, espérant que cela lui permettrait de retrouver son ex-petite amie. Voyant à quel point cela semblait pathétique, Hyrule se moqua de lui. En représailles, Megu a carrément traité Hyrule de Sisken. Les autres ont immédiatement réagi, sachant que Megu avait franchi une ligne et était sur le point de se faire tabasser. Hyrule a rapidement nié l'accusation, insistant sur le fait que lui et Eko n'étaient pas biologiquement liés. Cependant, Megu a rétorqué que les sentiments d'Hyrule pour Eko étaient clairement ceux de l'amour. Akaze a continué à nier ses sentiments pour Shino, arguant que Shino avait déjà une petite amie. Cependant, alors qu'elle décrivait Shino et les choses qu'elle voulait faire avec lui, Junichiro pouvait facilement dire qu'elle était tombée amoureuse de lui. N'ayant plus aucun moyen de le réfuter, Akaze accepta à contre-cœur la vérité. Après avoir donné une bonne raclée à Megu, Hyrule a réitéré qu'il ne voyait Eko que comme sa sœur et qu'il n'avait aucun sentiment amoureux pour elle. Au même moment, Salmon discutait d'un plan avec Takumi pour mieux comprendre les pouvoirs des 2 arbres sacrés. Il a ensuite appelé Akaze pour l'informer, mais elle était trop préoccupée par ses émotions et lui a dit de s'en occuper lui-même. Elle s'est dit que si les choses devenaient incontrôlables, elle pourrait toujours sceller les 2 arbres. Junichiro a conseillé à Akaze de clarifier ses sentiments et d'arrêter d'hésiter à propos de Shino. Puisque Shino avait déjà une petite amie, la situation pourrait devenir problématique. Dans le pire des cas, personne ne pourrait même s'en prendre à la petite amie de Shino pour donner à Akaze une chance d'être avec lui. Pendant ce temps, Yamamoto informa Megu qu'il devrait bientôt porter une tenue spéciale et apparaître devant le public en tant que sorcier de l'arbre de la destruction. Son rôle serait de détruire les branches de l'arbre, personne dans la ville. Akaze a rejeté l'affirmation de Junichiro selon laquelle Tri ne ferait pas disparaître la petite amie de Shino, estimant qu'il exagérait. Mais juste après cela, une diffusion en direct est apparue à la télévision, montrant le sorcier de l'arbre de la destruction se préparant à détruire l'arbre, personne devant le public. À l'heure annoncée, 2 sorciers descendirent du ciel et lancèrent un sort qui illumina la zone. Même dans la lumière, Megu apparaissait dans une tenue de super-héros. D'un seul chant et d'un simple geste vers l'arbre, celui-ci s'est instantanément désintégré, laissant les citoyens rassemblés dans la crainte. Shino comprit qu'il s'agissait simplement d'une opération de nettoyage de l'arbre sacré, mais cela semblait inutilement extravagant. Akaze a alors décidé de partir. En apparence, elle prétendait qu'elle revenait pour enquêter sur les affaires internes de son clan, mais en réalité, elle avait juste besoin de temps pour calmer ses émotions. Megu est retourné auprès de Yamamoto, qui lui a dit qu'il pouvait se reposer pour le moment. Cependant, il leur restait encore 2 branches à éliminer dans le pays, et Yamamoto prévoyait de rendre le prochain événement encore plus grandiose. Une fois les branches nationales traitées, elle avait l'intention d'emmener Megu à l'étranger pour d'autres nettoyages. À son grand désarroi, il voulait juste une pause. Pendant ce temps, Shino et Akaze retournent au village du clan. Akaze a retrouvé les anciens du village et les enfants, y compris une fille en particulier nommée Sana, dont elle se souciait.
Le frère aîné de Sana était récemment décédé, mais elle semblait s'être rétablie émotionnellement. Yamamoto avait également amené Megu près du village, car il voulait déterminer si Shino ou Megu était le véritable sorcier de l'arbre de la destruction. Cependant, ce qu'il cherchait à examiner n'était pas leur pouvoir, mais leur nature. À cette époque, Akaze entendit des rumeurs selon lesquelles un espion du village se déguisait en fantôme pour effrayer les gens. Elle a demandé à un homme âgé de répandre une rumeur sur la présence des fantômes pour empêcher les enfants d'errer. Au lieu de se reposer, Akaze a décidé d'enquêter elle-même sur l'affaire. 2 femmes âgées du village se sont moquées d'elle, suggérant qu'elle avait changé parce qu'elle avait un petit ami qui voyageait avec elle. Voulant nier cela, Akaze accéléra le pas, marchant devant Shino. Cependant, Shino, craignant que le pont suspendu qu'il traversait ne s'effondre, hésitait à marcher trop vite. Suite à cela, Akaze tendit instinctivement la main pour le guider, mais retira rapidement sa main, craignant que ses sentiments ne s'intensifient. Akaze a expliqué que toutes les informations du village étaient transmises oralement, ce qui signifie que même si l'espion s'infiltrait dans le village, il ne trouverait aucune trace écrite. Pendant ce temps, le groupe de Yamamoto a reçu la directive de Akaze selon laquelle ni eux ni les villageois ne devaient utiliser la magie. Si l'espion se rendait compte que le village n'était qu'une colonie ordinaire, il renoncerait probablement à recueillir des informations. Megu se souvient avoir entendu une rumeur à propos d'un enfant qui avait vu un fantôme. Shino a ensuite demandé à Akaze si elle croyait aux fantômes ou si elle en avait peur. Elle a déclaré avec assurance qu'en tant que sorcière, elle ne croyait pas aux fantômes et ne les craignait pas. Cependant, ses pensées dérivèrent bientôt vers des sujets sans rapport, en particulier ses sentiments. Shino, à son tour, se souvient du feu d'artifice qu'il a regardé avec Acre. Akaze a observé que Shino devenait aussi détaché émotionnellement qu'Hyrule. Il ne s'engageait pas profondément dans les choses mais les regardait simplement passer dans sa vie. Elle l'a averti que cet état d'esprit pourrait lui faire rater des choses importantes. Soudain, la nouvelle a éclaté que Sana avait disparu. À ce moment-là, Hyrule relisait Hamlet. Sumiro était intrigué par l'intérêt d'Hyrule pour l'histoire d'un homme tellement consumé par la vengeance qu'il s'est détruit lui-même. Hyrule a fait remarquer qu'Hamlet était stupide de croire en quelque chose d'inexistant, comme un fantôme. Il a rejeté les croyances surnaturelles comme de simples illusions humaines, des fabrications utilisées pour faire face à des regrets inexprimés envers le défunt. Sumiro raconta plus tard les paroles d'Hyrule à Yamamoto et Tetsima, trouvant étrange que quelqu'un qui ne croyait pas aux fantômes soit si intéressé par Hamlet. Hyrule a expliqué qu'Acre avait aimé la pièce, c'est pourquoi il l'avait étudiée. Il a également mentionné qu'Acre avait apprécié une autre œuvre, La Tempête. Les 2 histoires tournaient autour de la vengeance, mais alors que Hamlet avait une fin tragique, La Tempête s'est terminée sur une note d'espoir. Alors que le groupe poursuivait sa discussion, ils remarquèrent soudain une lumière près du village. Au même moment, les villageois qui recherchaient Sana ont reçu la nouvelle choquante selon laquelle le sanctuaire du village était en feu. Tetsima voulait également profiter de cette opportunité pour déterminer si Shino était le sorcier de l'arbre de la destruction. C'était étrange que tout le monde se méfie de Shino, alors que celui qui possédait réellement le pouvoir prenait tranquillement un bain. Les villageois ont alors découvert que la jeune fille disparue, Sana, était avec un homme juste au-dessus du sanctuaire en feu. Akaze voulait trouver un moyen de sauver Sana, mais Shino lui a fait remarquer que si elle utilisait la magie, elle serait exposée. Cependant, à part les personnes âgées et les enfants, il ne restait plus personne dans le village. Ainsi, Shino a décidé de se balancer vers l'autre côté en utilisant une corde. Il comprit que Sana était allée au sanctuaire malgré les rumeurs de fantômes parce qu'elle espérait revoir son frère décédé une dernière fois. La corde s'est cassée dans les airs, mais Shino a réussi à s'accrocher au flanc de la falaise. Il grimpa, s'approcha de l'homme et le maîtrisa, permettant à Sana de s'échapper. Cependant, l'homme a sorti une arme et a menacé Shino. Soudain, le sanctuaire s'est effondré, mettant Shino en danger, forçant Akaze à utiliser sa magie pour le sauver. Tetsima soupçonnait que Shino s'était délibérément mis en danger pour que Akaze soit obligé de le sauver. L'homme a alors tenté de s'échapper, incitant Sumira et Tetsima à lui bloquer le chemin et à le capturer. Shino se sentit quelque peu coupable d'avoir obligé Akaze à utiliser sa magie pour le sauver, mais elle ignora sa retenue sur ses émotions et l'embrassa. Malgré cela, Tetsima nourrissait encore des doutes à propos de Shino. Le lendemain matin, Yamamoto examina le sanctuaire brûlé et fit son rapport à Takumi. Ils ont réalisé que l'espion capturé était soutenu par une organisation de niveau national. De plus, Yamamoto avait trouvé un indice qui pourrait les aider à comprendre le pouvoir des 2 arbres mystiques. Peu de temps après, Takumi a été convoqué par ses supérieurs. Ils l'ont exhorté à résoudre rapidement la question de l'arbre sacré et à découvrir le secret de son pouvoir, car les Nations Unies avaient commencé à interférer. Takumi les rassura, il n'y avait pas besoin de se précipiter, il était déjà très proche de percer le mystère des 2 arbres. Pendant ce temps, Megu continuait ses tâches de défrichage des arbres avec diligence. Au cours des 2 dernières semaines, lui, Yamamoto et Sumira ont voyagé dans de nombreux pays. Yamamoto profitait du voyage comme de vacances,
alors que Megu ressentait le contraire. Shino a noté que le groupe de Megu gérait bien ses tâches, mais Akaze a fait remarquer que la situation était inhabituelle. Les arbres avaient causé d'importants problèmes, mais maintenant un super-héros était apparu pour tout résoudre, donnant aux gens un nouveau sentiment d'espoir. Cependant, cela signifiait également que ceux qui s'opposaient à l'arbre sacré allaient bientôt se révéler. Laissant le travail de côté, Shino et Akaze décident de déjeuner ensemble. Akaze se sentit troublée, cela ressemblait à un rendez-vous. Plus elle essayait de réprimer ses sentiments, plus cela devenait inefficace. Et malgré les capacités de raisonnement aiguisées de Shino, il était complètement inconscient de ses émotions. Elle se demandait si Shino était simplement indifférent à tout ce qui l'entourait, parce qu'il avait déjà une petite amie. Mais plus elle pensait à lui de manière positive, plus elle tombait amoureuse. Déterminée à se libérer de ses sentiments, Akaze a brusquement demandé à Shino des nouvelles de sa petite amie. Elle croyait que si la petite amie de Shino était vraiment exceptionnelle, elle se sentirait inférieure et l'abandonnerait naturellement. Shino a ensuite partagé une histoire sur Noël. Lorsqu'il a reçu un cadeau d'Aika, elle a remarqué qu'il avait également reçu des cadeaux de plusieurs autres filles. Bien que Shino savait qu'Aika était bouleversée, Akaze comprit d'après l'histoire que la petite amie de Shino devait être assez intelligente. Cependant, Shino la décrit comme quelqu'un qui n'aime tout simplement pas se disputer et qui a une personnalité plutôt terrible. Akaze a souligné que si c'était vrai, sa petite amie serait sûrement furieuse de savoir qu'il voyageait avec une autre fille. Mais Shino la rassura en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Akaze avait l'impression de la regarder de haut, mais Shino a rapidement précisé qu'il la trouvait belle et qu'il n'avait aucun problème avec sa personnalité. Shino se souvient alors d'un incident au cours duquel Aika lui a parlé d'un camarade de classe qui avait voulu le connaître. Pour décourager la fille, Aika lui a dit que Shino avait une personnalité horrible, ce qui a effectivement mis fin à tout intérêt ultérieur. Aika avait dit un jour que si Shino se rapprochait un jour d'une autre fille, le broyeur à glace qu'elle utilisait ne broierait plus de glace, mais broierait Shino à la place. Aika croyait que Shino était le seul à pouvoir tolérer sa personnalité, et elle était également la seule à vouloir sortir avec lui. Par conséquent, aucun d'eux n'avait besoin de laisser des étrangers interférer dans leur relation. Shino pensait que sa relation avec sa petite amie n'était pas basée sur des sentiments d'amour ou d'affection, mais plutôt sur le fait qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Cependant, plus Akaze écoutait Shino parler, plus elle tombait amoureuse de lui. À ce moment-là, Takimi rencontra Tetsima et l'informa que Megu était devenu trop épuisé après avoir nettoyé les arbres sacrés et était revenu. Cependant, grâce aux efforts de Megu, le monde a commencé à considérer le premier arbre sacré différemment. Désormais, les seules préoccupations restantes étaient le deuxième arbre sacré et la personne qui portait le cœur du sorcier de la destruction. Les médias se sont indignés de l'existence du premier arbre sacré et de la révélation du sorcier de la destruction. Pendant ce temps, Hyrule avait appris que le groupe de Samon soupçonnait Shino d'être le deuxième sorcier de la destruction. Mais il a émis l'hypothèse que le sorcier de la destruction aurait pu diviser leur corps en deux personnes, l'une portant le cœur de la destruction, l'autre exerçant le pouvoir. Si Shino était vraiment celui avec le cœur de la destruction, alors il a dû bien le cacher pour tromper tout le monde, gagner la confiance de Akaze et recevoir la protection de l'arbre gardien. Leur demande à Hyrule de tuer Shino était une précaution au cas où leur théorie serait correcte. Cependant, Hyrule ne voulait pas agir avec précipitation. Au lieu de cela, il a suggéré à Samon d'enquêter sur la petite amie de Shino. Puisque Shino n'avait jamais rien révélé à son sujet, elle devait avoir une influence significative sur lui. Si Shino était en effet le sorcier de la destruction mais qu'il avait toujours de l'amour pour sa petite amie, alors elle ferait un otage parfait pour le contrôler. D'un autre côté, s'il était prêt à l'abandonner, alors il pourrait simplement se débarrasser de Shino sans hésitation. Ils ont ensuite commencé à identifier des candidates potentielles pour la petite amie de Shino. La première possibilité était un camarade de classe ou quelqu'un de son école. Cependant, Hyrule se souvient qu'Asea avait mentionné un jour comment quelqu'un avait répandu des rumeurs selon lesquelles Shino était cruel, ce qui signifie que sa petite amie devait être quelqu'un qui le connaissait bien, plutôt que quelqu'un qui n'entendait que des rumeurs. Ensuite, ils se sont demandé pourquoi Shino devait cacher l'identité de sa petite amie même à Hyrule. Peut-être qu'elle avait un défaut qu'elle ne voulait pas que les autres connaissent, ou peut-être qu'elle était nettement plus âgée ou plus jeune que Shino. Pendant ce temps, Akaze et Shino sont partis en excursion vers une source chaude. Akaze a remarqué que Shino semblait envoyer des SMS à sa petite amie, alors elle lui a posé des questions à ce sujet, mais il a nié. Elle ne pouvait plus se retenir. Elle a finalement avoué ses sentiments à Shino, admettant qu'elle était tombée amoureuse de lui. Cependant, elle avait toujours sa fierté et ne voulait pas être un fardeau pour les autres. Elle a donc demandé à Shino de trouver un moyen de faire en sorte qu'elle arrête de l'aimer. Au même moment, Migu commençait à avoir le sentiment que le groupe compliquait trop les choses alors que la réponse était peut-être juste sous leurs yeux depuis le début. Shino, comprenant désormais les inquiétudes de Akaze, la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter après tout. Comment pouvait-elle faire du mal à quelqu'un qui était déjà mort depuis un an? Shino a ensuite révélé la vérité à Akaze. Pendant ce temps,
Migu était arrivé à une conclusion surprenante. La petite amie de Shino ne pourrait être autre que la sœur d'Hyrule, Acea. Cependant, Hyrule a refusé d'accepter cela. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Shino et Acea avaient besoin de lui cacher leur relation. Migu voulait dire que tout le monde savait déjà qu'Hyrule était un tarin extrême, mais il ne pouvait pas se résoudre à le dire à voix haute. Hyrule a soutenu qu'Acea était mort il y a 1 an, alors que la petite amie de Shino était toujours en vie. Comment cela pourrait-il être possible? Cependant, l'affirmation de Shino selon laquelle sa petite amie était en vie n'était basée que sur l'hypothèse subjective d'Hyrule. Personne n'avait jamais réellement entendu la petite amie de Shino parler. À ce moment-là, Akaze réalisa quelque chose de terrifiant si la petite amie de Shino était Acea. Lorsqu'elle-même fut responsable de la mort d'Acea, Shino la rassura cependant de ne pas se sentir trop coupable. L'affaire de la mort d'Acea faisait toujours l'objet d'une enquête et aucune conclusion définitive n'avait encore été tirée. De plus, même si le premier arbre sacré était responsable de la mort d'Acea, Shino ne détestait pas Akaze. Il croyait que la haine ne résoudrait rien, qu'aucune vengeance ne ramènerait Acea. La raison pour laquelle il a sauvé Akaze de l'île à l'époque était simplement parce qu'il ne voulait pas que la perte d'Acea soit dénuée de sens, et que cette dénuement conduise à une nouvelle tragédie. Hyrule ne pouvait pas croire que Shino pouvait rester aussi calme après la mort d'Acea, alors Magu demanda la permission de parler, même s'il savait qu'Hyrule ne l'aimerait pas. Il a souligné qu'Hyrule et Shino étaient complètement opposés. Hyrule agissait trop en fonction des émotions, tandis que Shino était quelqu'un qui pouvait rester indifférent à tout, presque sans émotion. Tous deux s'étaient retrouvés de manière inattendue entraînés dans cette situation, perdant leur famille et leurs amis à cause des sorciers et des arbres sacrés. Cependant, ils partageaient une chose en commun, ils avaient tous deux perdu quelque chose d'irremplaçable et ils allaient tous deux devoir faire face à la douleur qui allait avec. Akaze apprit alors que Shino réprimait ses émotions depuis si longtemps qu'il s'y était habitué, mais elle dut lui demander s'il continuait à cacher ses émotions. Serait-il vraiment heureux un jour? Elle a dit à Shino qu'il devrait redécouvrir ses sentiments et, à tout le moins, se permettre d'exprimer sa douleur. Cependant, Shino lui a demandé ce qu'elle attendait exactement de lui. Doit-il dire à Hyrule qu'il a été le petit ami d'Acea et agir encore plus dévasté qu'Hyrule? Devait-il avouer à quel point il s'était senti engourdi en apprenant la mort d'Acea, surtout le jour où il avait prévu de passer Noël avec elle? Akaze l'a exhorté à cesser de donner la priorité aux sentiments des autres et à penser d'abord à lui-même. Shino était tellement bouleversé qu'il a finalement déversé tout ce qu'il avait retenu à l'intérieur et s'est effondré à genoux et en larmes. La raison pour laquelle il n'avait pas montré ses émotions n'était pas parce qu'il ne le pouvait pas, c'était parce qu'il savait que peu importe à quel point il était en deuil, rien ne changerait. Hyrule refusait toujours d'accepter cette vérité et s'éloignait, tandis que Megu se demandait pourquoi personne n'avait découvert qu'Acea était la petite amie de Shino, alors que cela avait été si évident depuis le début. En réalité, Saman avait envisagé cette possibilité, mais il l'avait rejetée car elle lui semblait trop illogique. Après tout ce qui s'était passé sur la montagne, la mort d'Acea semblait être une contradiction totale avec toute raison. Aka, cependant, jura que si le premier arbre sacré avait causé autant de souffrance à Shino, elle le détruirait à tout prix. Saman a ensuite demandé à Junikirule de garder un œil sur Acea et Shino, craignant que si Akaze découvrait la vérité, elle tenterait de détruire l'arbre. Junikirule rencontra plus tard Akaze et remarqua que quelque chose s'était passé entre elle et Shino, il pouvait sentir que les sentiments de Akaze pour Shino étaient devenus encore plus forts qu'avant. Pendant ce temps, le groupe de Yamamoto a décidé de laisser Hyrule tranquille, car il avait besoin de temps pour traiter la vérité. Elle tourna son attention vers l'enquête sur le lien entre les deux arbres et le sanctuaire incendié qu'ils avaient trouvé plus tôt. On savait déjà que la résurrection des deux arbres avait provoqué la maladie du fer noir, un phénomène que la science n'avait pas encore expliqué. Cependant, d'anciens documents alchimiques mentionnent la transformation de la matière d'une manière qui ressemble à la maladie. Ce symbole de l'alchimie, un dragon dévorant sa propre queue, était un curieux parallèle aux rumeurs récentes suggérant que les deux arbres pourraient être d'anciennes divinités serpents ou dragons. Ces divinités étaient craintes comme des dieux de la destruction, apportant tempête et calamité, mais elles étaient également vénérées pour fournir de l'eau pour soutenir l'agriculture. Selon l'hypothèse de Yamamoto, le premier arbre n'était pas un dieu qui a créé le monde, mais plutôt une arme de destruction extraterrestre. Cependant, Tetsuma a rejeté cette idée comme étant absurde. Pendant ce temps, Junikiro informa Samen que Akaze l'avait emprisonné. Elle avait auparavant parlé de son désir de voir comment l'arbre réagirait si elle le défiait ouvertement. Si l'arbre la favorisait vraiment par-dessus tout, il lui obéirait même si elle le défiait. Mais s'il ne la voyait que comme un outil pour sa propre renaissance, alors il n'était rien d'autre qu'un tyran qu'il fallait renverser. À ce moment-là, Megu continuait sa tâche habituelle de nettoyage des arbres sacrés lorsqu'Akaze apparut soudainement pour l'arrêter. Hyrule, plongé dans ses pensées, alluma par hasard la télévision et vit un reportage d'actualité. Tout le monde était confus quant à la raison pour laquelle Akaze voulait détruire le premier arbre, tout en empêchant Megu de faire de même. Alors que Samen observait le combat entre Akaze et Megu,
il réalisa qu'Akaz poussait délibérément Megu à ses limites afin de le forcer à libérer toute sa puissance juste avant qu'elle ne fasse son mouvement. Shino et Akaz ont élaboré un plan ensemble, puis se sont séparés, chacun suivant son propre chemin. À partir de maintenant, Akaz apparaîtra fréquemment pour affronter Megu, utilisant le combat réel comme moyen de l'entraîner davantage. Pendant ce temps, Shino découvrit qu'Hyrule avait commencé à le chercher. Après un certain temps, Akaz partit, permettant à Megu de terminer son travail lorsqu'elle remarqua qu'il était déjà épuisé. Elle lui a promis de le revoir la prochaine fois et l'a encouragé à devenir encore plus fort. Au cours des jours suivants, Akaz s'est continuellement engagé dans des batailles avec Megu, tandis qu'Hyrule cherchait Shino pour lui demander directement la vérité entre lui et Eka. Pendant ce temps, Yamamoto a observé que les actions de Akaz avaient poussé le gouvernement à adopter une position ferme sur la destruction du premier arbre, exactement ce que Akaz voulait. À ce moment-là, tous les trois se retrouvèrent soudainement face à Akaz dans la rue. Hyrule a commencé à se demander si s'il apprenait la vérité sur Eka et Shino, que ferait-il ensuite? Akaz avait maintenant pris conscience que Shino était soupçonné de porter le cœur de l'arbre de la destruction. Yamamoto voulait également que Akaz ralentisse, car Megu était de plus en plus épuisé et avait besoin de repos. Plus tard, Akaz a demandé à entendre l'hypothèse de Yamamoto sur l'arbre, et elle a soupçonné qu'il s'agissait d'une création extraterrestre implantée sur Terre pour empêcher l'humanité d'évoluer. En acceptant les offrandes sacrificielles, l'arbre était censé évaluer le niveau d'avancement de la civilisation. Akaz s'est alors interrogé sur l'autre arbre, auquel Yamamoto a théorisé que les deux étaient des versions différentes de la même arme. Même si rien n'était encore certain, il insistait sur le fait que la théorie restait juste une théorie. Bien que Akaz respectait l'hypothèse de Yamamoto, elle la trouvait néanmoins illogique. Si l'arbre était une arme, pourquoi permettrait-il à un être de cette même planète d'y accéder? Il était censé détruire pour le contrôler. Avant de partir, Akaz a demandé à Yamamoto de récupérer sa poupée en bois et sa boîte en bois appartenant au gouvernement. Au même moment, Shino et Hyrule se sont rencontrés par hasard dans un cimetière. Hyrule était simplement en train d'errer, tandis que Shino était sorti acheter des pâtisseries et l'avait croisé par hasard sur le chemin du retour. Hyrule a alors suggéré qu'ils mangent ensemble tout en discutant de deux choses, le petit ami de Akaz et la petite amie de Shino. Shino a révélé directement la vérité, et Hyrule a finalement commencé à l'accepter. Cependant, il était toujours choqué d'apprendre que Shino et Akaz avaient partagé leur premier baiser. Shino, désormais ferme dans sa position, déclara qu'Aka lui appartenait, et non à Hyrule. Il a ensuite demandé à Hyrule s'il ne voulait pas le frapper. Mais Hyrule voulait seulement savoir si Shino avait forcé Aka à devenir sa petite amie. En réponse, Shino a révélé que c'était lui qui avait subi la pression d'Aka. Avec cela, Hyrule n'avait aucune raison de se battre. Aka avait fait son propre choix, et il le respectait. En partie, Hyrule réalisa également qu'il n'avait jamais vraiment aimé Aka. Il ne l'avait jamais vue comme une sœur ou une amie, et encore moins comme une amante. Il s'avoua qu'il n'avait jamais aimé Aka comme il le pensait. Et donc, il n'avait aucun droit d'être en colère contre Shino. Les deux partirent alors ensemble, Hyrule comprenant désormais que les efforts de Shino visaient à empêcher la mort d'Aka de devenir une tragédie. Cependant, Hyrule refusait toujours d'abandonner l'idée de trouver le coupable, et selon la façon dont les choses se déroulaient, les deux pourraient un jour devenir ennemis. Hyrule était également surpris de voir à quel point Shino avait été capable de réprimer ses émotions pendant si longtemps. Mais Shino, à son tour, savait qu'Hyrule cachait également quelque chose, non pas ses émotions à l'égard d'Aka, mais ses doutes à propos de Shino, même si ce n'est qu'un peu. Lorsque Salmon apprit que les deux garçons s'étaient réconciliés, il fut assez choqué, car il ressentait un sentiment de malaise entre eux. Pendant ce temps, Akaz est revenu avec Shino, exprimant désormais ouvertement ses sentiments pour lui. Même si c'était unilatéral, elle s'en fichait. À un certain niveau, elle considérait la compensation de Shino comme un moyen de prendre la responsabilité de sa propre existence. Elle a également révélé qu'elle avait trouvé un moyen de trouver le coupable. Au même moment, Yamamoto offrit à Megu quelques conseils concernant son objectif au combat. Le lendemain matin, Akaz rassembla tout le monde. Elle a déclaré qu'elle souhaitait désormais résoudre le problème de longue date du véritable coupable du meurtre d'Aka. Une fois cela réglé, elle libérerait le dernier œil pour faire revivre le deuxième arbre et aider Megu à débloquer tout son pouvoir afin de détruire le premier arbre. L'armée a finalement retrouvé la poupée et la boîte en bois de Akaz. Avec cela, elle prévoyait de se téléporter vers les restes squelettiques sur l'île d'Il il y a 2 ans, puis de trouver un moyen de retourner sur le continent et d'arriver à la maison d'Hyrule avant que le meurtre n'ait lieu. Au moins, elle découvrirait l'identité du meurtrier d'Aka. Junichiro s'est demandé pourquoi elle n'avait pas simplement sauvé Aka. Cependant, cela déclencherait un paradoxe temporel et perturberait complètement le présent. Certes, Akaz a d'abord demandé à Hyrule s'il était prêt à risquer d'empirer le présent si cela signifiait sauver Aka.
Hyrule lui a dit qu'il n'y avait aucune raison de prendre un tel risque. Tout ce qu'elle avait à faire était de remplir son rôle pour découvrir la vérité derrière le meurtre. Yamamoto a ensuite demandé à Takumi d'organiser et de préparer un sacrifice approprié pour le rituel de Akaze. Avant de partir, Akaze a pris le temps de se détendre dans un fauteuil de massage, exprimant ses peurs intérieures, et si elle-même avait été celle qui avait tué Akka. Ou pire, que se serait-il passé si Akka avait été assassiné sans aucune raison et que son meurtrier était déjà mort? Cela signifierait que la mort d'Aka n'avait aucune signification, et Akaze ne pouvait pas prédire comment les deux garçons réagiraient si ses soupçons s'avéraient vrais. Si cela devait arriver, elle était prête à assumer elle-même la responsabilité de la mort d'Aka, juste pour qu'il n'ait pas l'impression que tout leur voyage n'avait aucun sens. Ce soir, alors que Akaze se préparait pour son voyage, Shino la recherchait. Il avait découvert son plan de secours et avait demandé s'il y avait un moyen d'amener Akka dans le futur, tout comme ils avaient autrefois sauvé Akaze. Cependant, Akaze a expliqué qu'Aka était différente d'elle et que les conditions nécessaires pour que cela se produise étaient presque impossibles à réunir. Shino n'avait pas d'autre choix que d'accepter qu'Aka était vraiment partie. Il a ensuite demandé s'il n'était pas cruel de sa part de demander à une fille de remonter le temps juste pour sauver son rival romantique. Akaze parti, pleinement préparée à l'éventualité que si personne d'autre ne mettait fin à la vie d'Aka, elle devrait le faire elle-même. La mort d'Aka était une certitude absolue, une mort qui devait se produire pour que le présent existe tel qu'il était. Même si cela signifiait que Shino la détesterait, elle avait accepté les conséquences. Le lendemain matin, Akaze toucha à la fois la boîte et la poupée en bois, utilisant un missile comme sacrifice pour son sort pour se transporter de nouveau sur l'île. Une fois sur place, elle a contacté les autres via la poupée en bois et a rapidement localisé l'offrande que Samon avait laissée derrière elle. En examinant l'état de ses vêtements, elle a déterminé la période approximative à laquelle elle était arrivée. Hiro a confirmé que c'était un mois avant le meurtre d'Aka, maintenant qu'elle avait un moyen de retourner sur le continent. Akaze était confiante qu'elle arriverait à temps. Elle a également informé les autres qu'elle devait dissiper la magie de la poupée en bois car elle se cacherait bientôt et ne voulait pas que leur voix soit entendue au mauvais moment. De retour dans le présent, Samon a demandé à Hiro ce qu'il ferait si Akaze s'avérait vraiment être le meurtrier d'Aka. Hyrule a déclaré qu'il chercherait justice, tandis que Shino a juré de l'empêcher d'agir à tout prix. Cependant, Yamamoto est resté sceptique, suggérant une autre possibilité. Que se passerait-il si Shino avait une personnalité alternative dont il n'était pas lui-même conscient? Si tel était le cas, Hyrule a déclaré qu'il stopperait Shino sans hésitation. Les jours passèrent sans aucune nouvelle de Akaze. Pour les autres, la vie a continué comme d'habitude, à l'exception des protestations publiques croissantes contre la destruction du premier arbre. De nombreux civils pensaient que l'arbre préservait la paix mondiale et que sa destruction ne permettrait qu'à des factions bellicistes de surgir. Pendant ce temps, Akaze arriva finalement dans la ville où vivaient Hiro et Shino. À 4 heures du meurtre d'Aka, elle avait besoin de quelque chose à faire pour passer le temps. De façon inattendue, elle est tombée sur Akka. Akka remarqua rapidement que Akaze la regardait et, sentant quelque chose d'inhabituel, Akaze trouva une excuse et partit. Elle courut dans une ruelle, lança un sort et s'envola vers les toits. Alors qu'elle parlait d'Aka, elle fut soudainement prise au dépourvu. Akka était apparu juste derrière elle. Surpris de rencontrer quelqu'un qui pouvait utiliser la magie et connaissait Shino, Akka révéla nonchalamment la vérité, elle était la sorcière de l'arbre de la destruction. Pendant ce temps, dans le présent, la marine a fait une découverte choquante. Un tronc d'arbre massif avait fait surface au milieu de l'océan, apparemment relié au premier arbre. Dans le passé, Akka n'avait montré aucune intention de se battre. Au lieu de cela, elle s'est assise avec Akaze pour une conversation. Akaze a décidé d'informer Akka à l'avance de la tragédie qui était sur le point de se produire. Pourtant, pour une raison quelconque, Akka ne montrait aucune peur de la mort. Akka a admis qu'elle regrettait quelque peu sa mort, mais ce qui la préoccupait le plus était ce qui se passerait ensuite. Elle a révélé que dans 10 ans, si le premier arbre n'était pas détruit, il anéantirait entièrement la civilisation humaine. Dans le même temps, Yamamoto soupçonnait que le tronc massif de l'arbre dans l'océan était le cœur du premier arbre, et que ce n'est qu'en le détruisant qu'il pourrait anéantir l'arbre entier. Akka expliqua ensuite que le premier arbre avait toujours été le véritable destructeur, tandis que le deuxième arbre était une épée créée pour l'éliminer. À l'origine, elle avait prévu d'informer le clan de Akaze de cela s'il tentait un jour de faire revivre le premier arbre. Cependant, si sa mort pouvait accélérer sa destruction, alors elle était prête à l'accepter. Akaze a posé des questions sur Megu, et Akka a révélé que Megu était une sorcière de secours. Megu possédait un corps humain, mais hériterait du pouvoir du deuxième arbre. À un moment prédéterminé, ce pouvoir lui serait naturellement transféré. Cependant, avec la disparition d'Aka, Megu serait contrainte d'hériter du pouvoir plus tôt que prévu. Pendant ce temps, Yamamoto spéculait que le premier arbre avait peut-être testé l'humanité à plusieurs reprises auparavant, et parce que l'humanité avait toujours échoué, cette fois, il leur avait accordé de la magie pour voir s'ils pouvaient réussir à riposter. En d'autres termes, le premier arbre a été créé pour être détruit. À ce moment-là,
Aka comprit parfaitement tout ce qui devait être fait. La question finale était, qui serait celui qui la tuerait maintenant qu'elle avait réveillé ses pouvoirs? Après mûre réflexion, Aka décida qu'elle serait à la fois la meurtrière et la victime. En cachant tous ses biens, elle ferait passer cela pour un vol, et en utilisant son propre pouvoir pour mettre fin à ses jours, la magie de Akaz serait incapable de détecter la cause du décès. Akaz ne pouvait pas comprendre pourquoi Aka avait dû se suicider. Aka croyait que sa mort était ce qui avait conduit Akaz à rencontrer Hiro et Shino, ce qui lui avait donné à son tour la motivation de détruire le premier arbre. Sa mission était d'éliminer le premier arbre, et si sa mort pouvait ouvrir la voie à cela, elle était prête à faire le sacrifice. Akaz était encore ébranlé par tout cela, mais Aka lui a seulement demandé de transmettre un message à Shino et Hiro indiquant qu'elle avait choisi cela elle-même et qu'elle en assumerait l'entière responsabilité. Akaz n'était pas coupable. Cependant, Akaz a soutenu que Shino et Hiro se seraient tous deux soulevés à cause de la mort d'Aka s'il apprenait la vérité. Ils perdraient leur détermination et tout deviendrait une tragédie. Cependant, Aka croyait qu'il comprendrait, mais quand Akaz a mentionné que Shino avait pleuré à cause d'Aka, Aka l'a immédiatement frappé. Elle était en colère parce que Akaz avait fait pleurer Shino, quelqu'un qui versait rarement des larmes devant les autres. Akaz a riposté, déterminé à ne pas laisser Aka retourner au manoir et y mourir. Aka a ensuite demandé si Akaz savait pourquoi sa palourde ne pouvait pas utiliser de magie offensive. La principale raison était de les empêcher de devenir des tyrans qui gouverneraient les autres. La deuxième raison était de s'assurer qu'ils ne pourraient jamais vaincre le pouvoir destructeur de la sorcière de l'annihilation. Aka, sans tenir compte des conséquences, décida d'arrêter Aka à tout prix. En réponse, Aka coupa sans effort les vrilles semblables à des boucliers de Akaz. Elle avait acquis ce pouvoir il y a longtemps et avait toujours été capable de voir à travers la vérité du monde, ce qui faisait que les autres la considéraient comme une paria. Seuls Shino et Hiro l'avaient traitée comme une personne normale. Aka a refusé de laisser Akaz modifier la réalité. Elle craignait que tout changement puisse non seulement conduire à la destruction du monde, mais aussi faire perdre la vie à Hiro et Shino. Elle a ensuite lancé une attaque, percutant la barrière de Akaz. Aka a révélé que le pouvoir du deuxième arbre provenait du premier arbre lui-même. Plus Akaz utilisait sa magie, plus Aka devenait forte. Finalement, Aka a brisé la barrière de Akaz et l'a rendue inconsciente. Elle partit alors, continuant vers son destin. Lorsqu'Akaz reprit connaissance, elle croyait toujours qu'elle pourrait arriver à temps. Elle s'est précipitée au manoir pour arrêter Aka. Mais quand elle est arrivée, Aka était déjà morte. À côté du corps sans vie d'Aka, Akaz a trouvé une lettre. Aka lui avait confié un message pour Shino et Hiro, à délivrer seulement après la destruction complète du premier arbre. Bien que le cœur brisé, Akaz savait qu'elle devait exaucer le dernier souhait d'Aka. Akaz pleura plus tard sur ce qui allait devenir la tombe d'Aka avant de se rendre sur les lieux du crime, le lendemain matin pour affronter Hiro et Shino. Peu de temps après, le gouvernement a officiellement déclaré l'interdiction de la destruction du premier arbre pour apaiser la population. Takimi a essayé de s'opposer à cette décision, mais son influence a considérablement diminué. Pendant ce temps, Akaz était revenu et, avec Samon, elle avait récupéré la lettre et le message d'Aka à remettre à Hiro et Shino. Elle leur a révélé la vérité. Hiro, en voyant l'écriture, l'a immédiatement reconnue comme celle d'Aka. Il a accepté la réalité et n'a pas blâmé Akaz. Cependant, Akaz croyait toujours que si elle n'était jamais revenue et n'avait pas parlé à Aka de tout, Aka serait peut-être encore en vie. Hiro lui a dit d'arrêter de se culpabiliser, lui rappelant que c'était lui qui l'avait forcé à remonter le temps. La mort d'Aka était en fin de compte de sa propre responsabilité, et Akaz n'avait aucune raison de se sentir coupable. Mais Magu, incapable de contenir sa frustration, frappa Hiro et Shino, leur reprochant leur calme surprenant face à la disparition d'Aka. Il leur a demandé d'agir comme de véritables êtres humains et d'exprimer leurs émotions au lieu de les réprimer si froidement. Cependant, Hiro a expliqué que ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas faire leur deuil. Au contraire, ils concentraient toute leur énergie sur la destruction de l'arbre. S'ils n'étaient pas éliminés, il n'y aurait pas d'avenir. Pire encore, le monde entier défendait désormais l'arbre, ce qui signifiait qu'ils devaient aller contre le monde lui-même. Malgré cela, ils refusèrent d'abandonner jusqu'à ce qu'ils puissent lire la lettre qu'Aka leur avait laissée. Shino, après avoir reçu un coup violent de Magu, s'est tournée vers Akaz et lui a demandé si elle pouvait le soigner, car Magu l'avait peut-être frappé un peu trop fort. En voyant Shino cracher du sang, tout le monde a paniqué. Peu de temps après, le groupe a élaboré un plan concret pour détruire le cœur du premier arbre. Avec les forces navales de plusieurs nations rassemblées pour protéger l'arbre, l'accès direct était devenu impossible. De plus, Magu était désormais un homme recherché, ce qui signifie que les navires militaires ouvriraient le feu sur lui sans hésitation. Même s'ils parvenaient à détruire l'arbre, leurs actions déclencheraient probablement une guerre mondiale. Pour éviter cela, ils devaient assurer la sécurité de tous les navires alliés, espérant qu'en retour, ces navires les protégeraient des représailles du monde. En même temps, ils devaient agir rapidement avant que l'arbre ne lance une contre-attaque. Le plan étant finalisé, tout le monde s'est préparé pour le jour de l'opération. Cette nuit-là,
Hiro et Shino se souvinrent de leur première rencontre avec Aka. À l'époque, la famille d'Hiro avait adopté Aka, et dès leur première rencontre, Aka a immédiatement senti qu'Hiro était une personne particulière. Shino aussi était tout aussi étrange de pouvoir tolérer quelqu'un comme Hiro. Ce qui aurait dû être une première rencontre gênante et prudente s'est avéré naturel et confortable, comme si les trois se connaissaient depuis toujours. Pendant ce temps, Salmon et Yamamoto étaient étonnés de voir à quel point Hiro avait changé. Hiro a déclaré que s'il était condamné et qu'il s'effondrait après la destruction de l'arbre, il en assumerait l'entière responsabilité. Étant donné que c'était les actions d'Aka qui avaient conduit à cette situation, c'était lui, en tant que famille, qui en assumerait les conséquences. Grâce à Shino à ses côtés, Hiro a eu le courage d'avancer. De même, sans Hiro, Shino ne serait pas capable d'accomplir quoi que ce soit. Bien qu'ils ne soient encore que des lycéens, ils portent désormais le destin du monde entier sur leurs épaules. Quelques jours plus tard, Salmon informa Takumi de la mission. Ils ont tous deux reconnu que s'il échouait, non seulement il perdrait la bataille, mais il ne survivrait pas du tout. Megu, avant la mission, avait demandé à Hiro de remettre une lettre à son ex-petit ami au cas où il ne reviendrait pas. Mais Hiro, sans hésitation, déchira la lettre, déclarant que si Megu mourait, le monde entier serait de toute façon condamné. Megu, cependant, craignait de devoir faire le sacrifice ultime pour assurer la destruction complète de l'arbre, comme dans les films. Hiro a rejeté l'idée, lui disant de se concentrer sur l'entraînement et de devenir plus fort à la place. Plus tard, Hiro et Shino se sont approchés de Yamamoto, l'informant qu'il voulait accompagner l'équipe d'intervention aux côtés de Megu. Yamamoto les a prévenus que plus ils seraient nombreux, plus il serait facile d'attirer l'attention. Hiro lui a assuré qu'il avait un plan pour gérer cela. Malgré tout, Yamamoto a clairement exprimé son inquiétude quant au fait que ces deux-là pourraient devenir un handicap. Hiro et Shino ont tous deux accepté le risque, prêts à être laissés pour compte s'ils s'avéraient être un obstacle. Fort de leur détermination, Yamamoto n'eut d'autre choix que de les laisser venir. Yamamoto rapporta ensuite cela à Sumura et Tetsima. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que Yamamoto, qui s'était initialement opposé à l'idée de laisser les deux garçons les rejoindre, soit désormais leur plus fervent soutien. Pendant ce temps, Junichiro donnait à Shino quelques conseils sur ce qu'il fallait préparer pour le voyage, mais Shino refusait de trop transporter, frustrant Aka, qui était exaspéré de se lancer dans une bataille de vie ou de mort sans préparation adéquate. Plus tard, ils ont retrouvé le groupe de Yamamoto, où tous les trois étaient habillés en tenue de vacances. Ils ont ensuite revu leur plan. Ils se diviseraient en deux groupes, l'un pour attaquer les patrouilleurs entourant l'arbre, et l'autre, dirigé par Megu, pour s'approcher de l'arbre sous l'eau. Hiro a demandé à échanger ses positions avec Sumura, voulant que Sumura reste à l'extérieur pour soutenir Salmon pendant qu'il s'infiltrait, lui-même à l'intérieur. Hiro a ensuite réuni l'équipe d'attaque pour de nouvelles discussions. Après la réunion, Shino a demandé à Yamamoto si elle avait vu Akaze. Elle le dirigea vers la piscine, où Shino trouva Akaze visiblement bouleversée. Elle était en colère que, même s'il savait à quel point elle l'aimait, Shino se lançait quand même dans une mission aussi dangereuse. Cependant, Shino expliqua que grâce à Akaze, il s'était finalement débarrassé de ses fardeaux persistants concernant Eka. Désormais, Akaze et tous les autres étaient tout aussi importants pour lui, et il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant qu'il marchait au combat sans lui. Il a réussi à convaincre Aka, mais elle l'a fermement averti que s'il devenait un handicap, elle ne pourrait pas l'aider. Le lendemain matin, Hiro conseilla à Megu de manger plus. Megu a déploré que si quelqu'un d'autre avait ce pouvoir, les choses pourraient être beaucoup plus faciles. Cependant, Hiro a fait valoir que si quelqu'un d'autre possédait ce pouvoir, les pertes seraient beaucoup plus grandes, car tout leur plan avait été conçu pour garantir que Megu n'aurait à tuer personne. À l'heure actuelle, Megu était la seule capable de sauver tout le monde. Hiro a admis qu'il ne serait peut-être pas d'une grande aide pour le moment, mais il a promis que dans les 30 prochaines années, il transformerait le monde en un endroit qui n'aurait plus besoin de magie. Il a exhorté Megu à ne pas trop s'inquiéter et à plutôt donner tout ce qu'il avait, lui assurant qu'il le garderait sous contrôle chaque fois que nécessaire. Akaze fut alors équipé de l'armure de Megu et apparut devant les patrouilleurs. Dès qu'ils ont appris que la sorcière de l'arbre de la ruine avait fait surface, toute l'attention s'est immédiatement focalisée sur Akaze. Pendant ce temps, Megu s'est déguisé en Akaze pour aider la flotte de patrouille au combat. La raison de cet échange de rôles était simple. Leur mission était avant tout de gagner du temps. Il était préférable de faire de quelqu'un avec des capacités défensives supérieures, comme Aka, la cible principale. Une fois qu'elle aurait attiré la flotte vers un endroit où le groupe de Salmon pourrait lancer son sort, sa tâche serait accomplie. Megu, d'autre part, a dû agir de manière convaincante comme s'il empêchait Akaze d'atteindre la flotte, tandis que Akaze faisait semblant de fuir à la recherche d'une ouverture pour riposter. Pendant ce temps, les 3 navires de reconnaissance les plus proches de l'arbre ont été infiltrés par les 2 garçons de Junichiro, qui ont forcé l'équipage à évacuer en menaçant que des bombes avaient déjà été placées à bord. Ceci étant dit, il était temps de passer à la phase suivante. Megu a été rapidement retiré de son rôle, permettant à Tetsuuma de prendre le relais. Cependant, pendant le processus,
l'un des membres de l'équipage a soudainement sorti une arme et a tiré directement sur Shino avant qu'il ne puisse réagir, le touchant. Au même moment, Megu atteignit finalement l'arbre, tandis qu'Akaz remarqua que le vaisseau que les garçons avaient détourné avait explosé, ce qui lui causa une certaine inquiétude. Cependant, elle avait promis à Shino qu'elle ne s'inquiéterait pas excessivement pour lui, alors elle s'est concentrée sur sa mission. Salmon et Sumira avaient déjà attaché plusieurs dagues enchantées au navire en prévision de leur sort. Heureusement, Shino n'avait reçu qu'une balle dans le bras. Hyrule a été contraint de faire exploser une bombe en guise d'avertissement, mais tout dépendait désormais de Megu. Megu a réussi à faire un trou dans l'arbre, mais il s'est rapidement régénéré et a commencé à produire des fruits étranges pour l'attaquer. Il a déclenché une salve de coups de feu pour détruire à la fois l'arbre et le fruit, mais l'arbre a continué à se régénérer, créant davantage d'obstacles pour l'entraver. Pendant ce temps, Salmon lançait un sort de protection sur les patrouilleurs, les exhortant à se retirer immédiatement des environs de l'arbre. Salmon a lutté pour protéger les patrouilleurs, empêchant qu'aucun d'entre eux ne soit endommagé pendant qu'il tenait bon jusqu'à ce que Megu puisse détruire l'arbre. Cependant, les chances de victoire de Megu semblaient inexistantes, il fut avalé dans l'eau par l'arbre, et Shino sentit qu'il leur manquait encore quelque chose. Ils se souvenaient tous les deux des paroles d'Eka, qui leur avait dit un jour que lorsqu'ils sentaient qu'il manquait quelque chose, ils devaient penser à la première lumière. À ce moment-là, le deuxième arbre sacré de la montagne, qui semblait endormi, s'est soudainement réveillé. Il s'est transformé en épée puis a disparu dans un trou noir dans le ciel. Alors que Megu était convaincu d'avoir déçu tout le monde, une lumière soudaine a brillé et l'épée est réapparue sous l'océan. Maintenant capable de manier l'épée, Megu comprit enfin ce qu'il fallait faire. Il a vu cela à la fois comme une fin et un nouveau départ. Il plongea ensuite l'épée dans le tronc de l'arbre, le désactivant complètement. Avec cela, la magie s'effaça complètement du monde. Et désormais, le futur serait l'histoire de chaque individu dans ce nouveau monde. Un mois s'est écoulé et Yamamoto a remarqué que les taux de criminalité étaient déjà en hausse. Salmon a rappelé que les choses étaient ainsi avant l'apparition de l'arbre. Yamamoto et Takumi ont négocié avec le gouvernement pour aider à trouver des emplois stables pour les membres de la famille de Akaz, maintenant que la magie avait disparu. Pendant ce temps, Tetsumo a été contraint de travailler comme chauffeur de Takumi, à son grand désarroi. Aka, quant à elle, voulait quitter son village et déménager en ville. Mais les deux femmes âgées l'ont averti qu'elle était incapable de cuisiner ou de faire les tâches ménagères, ce qui signifie qu'elle ne survivrait pas seule comme elle l'avait fait lorsqu'elle avait encore de la magie. Comme ni Takumi ni Tetsumo ne voulaient l'aider, elle décida de partir seule en prenant les transports en commun. Plus tard, Yamamoto et Salmon rendirent visite à Megu, Sumira et Junichirul, qui nettoyaient leur chambre avant de lui dire au revoir pour la dernière fois. À ce moment-là, Megu a reçu un message inattendu de son ex-petite amie, et il espérait qu'il aurait la chance de raviver leur relation. Yamamoto souhaitait également qu'elle-même trouve l'amour un jour. Pendant ce temps, Shino et Hyrule étudiaient désormais pour l'université. Shino sortit le message qu'Aka avait laissé pour eux deux, et Hyrule, s'en souvenant soudainement, se précipita pour le regarder avec lui. Dans la vidéo, Aka les a d'abord félicités d'avoir vaincu le premier arbre sacré. Elle les a également avertis des risques potentiels qui les attendaient, mais ce n'était pas la seule raison de son message. Tout d'abord, elle voulait remercier Shino de lui avoir offert les jours les plus heureux de sa vie. Il lui avait donné quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Elle a également exprimé sa gratitude à Hyrule pour l'avoir traitée comme une véritable petite sœur, s'inquiétant toujours d'elle et prenant soin d'elle, même lorsque ce n'était pas nécessaire. Aka croyait avoir rempli son rôle en créant une belle fin, alors elle espérait qu'aucun d'eux ne la pleurerait trop longtemps. Au lieu de cela, elle voulait qu'ils trouvent leur propre bonheur et une vie épanouissante. Finalement, elle ne regrettait pas le choix qu'elle avait fait. Ensuite, les deux visitèrent la tombe d'Aka, où Hyrule, pour la première fois, exprima les sentiments qu'il avait gardés enfouis pendant si longtemps. Il a déclaré que même si Shino avait une nouvelle petite amie, il resterait toujours le frère aîné d'Aka. Désormais, il ne vivrait plus selon les attentes des autres, il écrirait sa propre histoire et déterminerait sa propre fin. Avec la permission d'Aka contenue dans le message, Hyrule a ensuite frappé Shino avant d'annoncer qu'il vivrait désormais sa vie selon ses propres conditions. Shino n'avait plus rien à dire à Aka, Hyrule avait déjà parlé pour lui. Les deux partirent alors ensemble, chacun suivant son propre chemin. Et avec cela, l'histoire a pris fin.